Notre héros, Dan Wusong, conquiert le monde des arts martiaux, aussi connu sous le nom de Zhanggu, et gagne le titre de roi du poing car il utilise uniquement ses poings pendant les combats. Invaincu par tous, un jour, il est pris en embuscade par une bande de brutes de la faction démoniaque. Il en tue beaucoup, sauf 2. Ces 2-là sont assez forts et n'hésitent pas à tuer leurs propres camarades pour atteindre leurs objectifs. Leur cruauté et le symbole sur leur arme révèlent leur identité à Wusong. Wusong se précipite vers l'un d'eux en affirmant qu'il va l'achever en 10 coups. Mais chaque coup manque ses points vitaux car il est retenu par le compagnon de son adversaire, avec de fins fils sur tout le corps. Quand il frappe 9 fois, le marionnettiste resserre ses fils sur Wusong, le maintenant en place pendant que l'autre adversaire perd son corps avec son épée. Avant même de rendre son dernier souffle, il parvient à frapper son ennemi une 10e fois à la mâchoire. Sur ce, sa vie s'achève en tant que Dan Wusong, qui souhaite frapper son ennemi une dernière fois avant de mourir. Il se réveille dans la maison sûre de Juhua en tant que Li Jinyuan, qui est le fils aîné du groupe de marchands Yuhua. Quand il se réveille, il vérifie s'il a des blessures et est surpris de n'en trouver aucune. Mais quand il jette un coup d'œil à son nouveau visage dans le miroir, il pense d'abord que quelqu'un a simplement mis un masque sur son visage. Puis il rejette cette idée après un examen plus approfondi. Après que les servantes soient parties chercher un médecin, il décide de se renseigner sur sa nouvelle situation et fouille les environs. En se déplaçant, il réalise que ce corps est assez fragile, car même se déplacer est une tâche ardue. Finalement, il trouve un journal intitulé Groupe de marchands Yuna, qui est un grand et célèbre groupe de marchands dans la montagne Juhua. Après avoir consulté le journal, il réalise qu'il est dans le corps de Li Jinyuan, qui semble être un sacré vaurien, à en juger par les lettres mentionnant des femmes et des jeux d'argent. Après un certain examen, il conclut à la possibilité qu'il se soit réincarné en Li Jinyuan. À ce moment, son médecin, Gongsun Meng, entre avec le sourire d'un renard rusé et essaye subtilement de prendre son pouls. Retirant sa main, il lui assure qu'il va bien. Puis le serpent de médecin lui offre une soupe de dragon et de phénix, prétendant que c'est un tonique. Mais en réalité, cette soupe est un poison pour quelqu'un de malade comme Li Jinyuan. Au lieu de lui répondre, Li Jinyuan veut subtilement savoir combien d'années se sont écoulées depuis sa mort en tant que Dan Wusong et conclut que cela ne fait que peu de temps. Cela signifie que ses ennemis sont toujours en vie. Pensant à son médecin actuel et à ses anciens ennemis, il est déterminé à tous les tuer maintenant qu'il a une autre chance dans la vie. Les jours ont passé depuis que Dan Wusong s'est réincarné en Li Jinyuan. Ce matin-là, ses servantes préparent son petit déjeuner avec beaucoup d'enthousiasme, sachant qu'il va enfin manger un repas convenable à partir d'aujourd'hui. Jusqu'à présent, il a suivi un régime strict de bouillie pour sa santé. Une servante exhorte les autres à se dépêcher, car Li Jinyuan pourrait revenir de sa promenade à tout moment. Sa phrase est coupée court lorsque la porte s'ouvre et que Li Jinyuan entre. Il vérifie le petit déjeuner et leur dit de faire simple à partir de maintenant, comme ça. Alors qu'il se dirige vers sa chambre, une servante remarque son physique amélioré et commande sa meilleure santé, avec les autres qui sont rapidement d'accord. Après un moment, Li Jinyuan commence son petit déjeuner. Lorsque Gongsun Meng arrive pour gâcher son humeur, Li Jinyuan l'autorise de mauvaise grâce à entrer et Gongsun Meng sent immédiatement l'impolitesse, mais arbore toujours un large sourire en le saluant. Li Jinyuan, quant à lui, le regarde avec scepticisme, sachant que cet homme a toujours un objectif caché quand il se prosterne. Un sourire narquois se dessine sur les lèvres de Li Jinyuan alors qu'il prévoit de lui faire avouer son crime. À cette fin, il demande nonchalamment à Gongsun Meng la raison de sa présence. Sur ce, Gongsun Meng se lance dans son mélodrame habituel, affirmant qu'il ne supporte pas la solitude, alors il vient voir Li Jinyuan. Puis il commente subtilement à quel point le teint de Li Jinyuan semble différent, sapant toute la récupération physique de Li Jinyuan en une seule remarque. Cela attire l'attention de Li Jinyuan, et il rétorque que l'effort de Gongsun Meng doit signifier qu'il essaie de l'attirer à boire de la soupe de dragon et de phénix. Gongsun Meng ne s'attend pas à ce qu'il sache quoi que ce soit sur la soupe, alors il explique précipitamment que la soupe de dragon et de phénix est simplement un tonique nourrissant. Li Jinyuan remarque nonchalamment que c'est toxique. Gongsun Meng lui rappelle qu'il est son médecin. Réalisant qu'il est sur le point d'être pris, Gongsun Meng fait immédiatement un geste théâtral, déclarant que puisque Li Jinyuan n'a clairement pas besoin de lui, il ferait mieux de partir. Avant même qu'il ne puisse faire un pas, la voix de Li Jinyuan l'arrête. D'un ton sombre, Li Jinyuan demande si Gongsun Meng est le maître ici, puisqu'il semble entrer et sortir de sa chambre sur un coup de tête. Voyant son expression, Li Jinyuan rit tout en précisant qu'il plaisante, et Gongsun Meng joue nerveusement le jeu.
puis Li Jinyuan lui ordonne d'apporter des outils d'écriture, disant qu'il souhaite écrire une lettre. Lorsque Gongsun Meng s'exécute, Li Jinyuan lui dit de l'écrire à sa place. Il dicte que Gongsun Meng doit vivre dans cette villa à cause d'une maladie grave. Il souffre. Ses prochains mots prennent Gongsun Meng au dépourvu lorsqu'il ajoute que sa vie est trop longue, donc Gongsun Meng a besoin des conseils de son maître sur sa prochaine ligne de conduite. Voyant son expression, Li Jinyuan lui demande pourquoi il a arrêté d'écrire. Il essaie de minimiser les paroles de Li Jinyuan en riant et lui demande de développer, mais avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, Li Jinyuan lui lance une baguette. Elle lui égratigne légèrement le cou et perce le mur derrière lui. Maintenant vraiment alarmé, Gongsun Meng vérifie sa blessure. L'expression de Li Jinyuan devient sérieuse, alors qu'il déclare clairement qu'il n'est plus le Li Jinyuan que Gongsun Meng connaît. Gongsun Meng essaie toujours de feindre l'ignorance, mais Li Jinyuan décide qu'il est temps d'affronter le serpent. Il explique sans détour qu'il sait que la soupe de dragon et de phénix n'est un tonique que pour les personnes en bonne santé, mais le corps de Li Jinyuan est bien trop fragile pour l'absorber comme un tonique, la rendant toxique pour quelqu'un de malade comme lui. Et pourtant, Gongsun Meng, bien qu'étant médecin, ne le sait apparemment pas. Il a fait boire la soupe à Li Jinyuan la veille, et le lendemain matin, il vérifiait clairement le pouls de Li Jinyuan pour en voir les effets. Non seulement cela, mais lorsque Li Jinyuan lui a dit de laisser la soupe sur le comptoir, son expression a révélé une intention meurtrière indubitable. Li Jinyuan déclare qu'il sait que quelqu'un comme Gongsun Meng ne peut pas agir seul, alors il lui dit d'écrire le nom de son maître sur la lettre. Gongsun Meng essaie d'abord une approche dramatique, demandant comment Li Jinyuan pourrait soupçonner quelqu'un d'aussi gentil que lui. Puis, il pousse un profond soupir théâtral, avant d'abandonner la comédie l'instant d'après et de révéler son vrai visage. Il ricane, disant qu'il ne pensait pas qu'un vaurien comme Li Jinyuan ait assez de cervelle pour comprendre les choses. Li Jinyuan comprend qu'il n'y a plus de faux-semblants. Gongsun Meng répond froidement que sa véritable intention est de le tuer en silence. Maintenant, jetant un coup d'œil aux serviteurs, Gongsun Meng décide que leur sang doit aussi être versé pour couvrir l'assassinat de Li Jinyuan. Mais avant qu'il ne puisse préparer son aiguille empoisonnée, Li Jinyuan apparaît derrière lui, et d'une attaque rapide, Gongsun Meng est mis à terre. Reprenant nonchalamment son repas, Li Jinyuan commente que Gongsun Meng ne devrait vraiment pas se laisser distraire pendant leur conversation. Tout en regardant ses mains meurtries par sa précédente frappe sur Gongsun Meng, il se sent frustré par son corps fragile. Tout ce dont il a besoin, c'est de retrouver la force qu'il avait dans sa vie passée. Il sait qu'une fois qu'il l'aura atteinte, il sera inarrêtable, assez pour affronter tout le groupe de marchands Yuna, s'ils sont vraiment derrière sa tentative d'assassinat. Pour cela, il doit retourner au groupe pour enquêter plus avant sur Gongsun Meng un jour. L'instant d'après, il trébuche et s'assoit, frappé d'un soudain mal de tête. Il se souvient de Gongsun Meng, puis les souvenirs de ce corps, le corps de Li Jinyuan, déferlent sur lui tous en même temps. Après que l'onde de choc se soit calmée, une larme coule de son œil en apprenant la véritable histoire de Li Jinyuan. Il était sans talent et moyen, contrairement à ses deuxième et troisième frères, qui étaient intelligents et forts. Pour surmonter son insignifiance, il a fait ce qu'aucune personne saine d'esprit ne ferait. Il a commencé à dépenser de l'argent dans des plaisirs, ce qui a détérioré sa santé au point où, au moment où il a réalisé son erreur, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Sous prétexte de l'aider à se rétablir, il a été envoyé dans cette villa, qui n'était rien de plus qu'un lieu d'exil. Mais son clan se souciait peu de voir leur fils aîné sans talent vivre ses jours ici. Maintenant vivant dans le corps de Li Jinyuan, Wusung est déterminé à reprendre son entraînement aux arts martiaux, chose qu'il avait retardée parce qu'il lui manquait les souvenirs de Li Jinyuan. Il se sent frustré par le véritable propriétaire de ce corps, qui a gaspillé un corps aussi parfait dans la débauche. Il décide d'utiliser ses connaissances de sa vie passée pour rendre ce corps utile en acquérant des élixirs rares. Quand il entre dans la villa, ses yeux sont attirés par l'argent qu'il possède, et il se sent soulagé de savoir qu'il n'a pas de problème financier. Cela signifie qu'il peut facilement acheter les élixirs dont il a besoin. Puis son regard se pose sur Gongsun Meng, maintenant rien de plus qu'un cadavre. Grâce à sa puissante frappe précédente, il décide d'enterrer le corps. À partir de ce jour, une année passe en ce qui semble être un seul souffle. Un jour, Mokin Seop, un membre de l'escouade de garde du groupe de marchands Yuna, arrive pour remettre une lettre à Li Jinyuan. Il demande à une servante où se trouve Li Jinyuan, et elle lui indique l'endroit où Li Jinyuan est en train de méditer. Dès que Mokin Seop voit sa carrure, ses yeux s'écarquillent d'incrédulité parce qu'il n'arrive pas à croire qu'il est vraiment en train de regarder Li Jinyuan.
Pendant cette année, notre homme déterminé a utilisé chaque instant pour renforcer son corps. Son noyau d'énergie s'est maintenant manifesté et il a réinscrit en lui-même tous les arts martiaux essentiels à la survie, tels que l'art de la mobilité éclairée, l'art du corps illuminé et les foulées rapides. Au-delà de cela, il a également appris l'art des 10 phases de l'éclair blanc, qui lui permet de contrôler l'élément de la foudre. Grâce à tout cet entraînement, il a réussi à atteindre la 4e phase des arts martiaux. Mais pour quelqu'un comme lui, ce n'est toujours pas suffisant. À ce moment, son entraînement est interrompu par la voix de Mok Insop, qui le salue et se présente nerveusement. Mok Insop explique qu'il a apporté une lettre du clan principal. Avec une grâce calme, Lee Jin Yuan lui demande de la lui remettre. Pendant ce temps, Mok In-seop a du mal à en croire ses yeux. C'est le même homme frêle et toussant qu'il a vu l'année dernière, et pourtant maintenant, il se tient grand et fort. Ses pensées sont interrompues par la voix de Lee Jin Yuan, teintée de sarcasme, lui rappelant qu'il attend toujours la lettre. Sortant de ses pensées, Lee Jin Yuan et Mok In-seop s'installent pendant qu'il lit la lettre. Elle l'informe de la mauvaise santé de son père, qu'il a laissé alité, bien qu'aucune raison ne soit donnée. En entendant cela, Mok In-seop exprime ses soupçons sur le clan Seigneur Huyang. Ce clan n'est rien d'autre qu'un groupe de vautours, qui exige des sommes exorbitantes du groupe de marchands Yunom, sous prétexte d'assurer leur protection. Avec le temps, les paiements ont tellement augmenté qu'il est devenu impossible de les régler à la légère. Il se demande si le clan Seigneur Huyang a fait quoi que ce soit de notable pour mériter une telle augmentation. Cela met Mok In-seop hors de lui, qui exprime sa frustration envers le groupe, affirmant qu'ils n'ont rien fait pour le mériter. Il se souvient de l'incident où le groupe Yunhom a affronté la petite secte de la divinité, qui avait tenté d'imposer une lourde taxe sur leur commerce. À ce moment-là, le clan Seigneur Huyang a simplement dit au groupe qu'il n'avait rien à voir avec eux, sauf lorsqu'ils devaient se réunir pour des discussions sérieuses. Mok In-seop ajoute que même le capitaine de la garde ne peut rien faire car Huyang-gu est associé au groupe. Cela attire l'attention de Lee Jin Yuan car il connaît ce nom depuis ses jours de Jianggu. Huyang-gu, un homme assez célèbre là-bas. Lee Jin Yuan comprend maintenant clairement la situation. Huyang-gu est quelqu'un de puissant, qui profite de son pouvoir pour harceler le groupe de marchands Yunhum, qu'il considère comme trop faible pour compter. À cet instant, il décide que cette affaire se terminera par la mort ou qu'il donnera personnellement une leçon à Huyang-gu. Mok In-seop est déconcerté, mais il continue en mentionnant une autre affaire, qui a cloué le père de Lee Jin Yuan au lit. Il s'avère que ses jeunes frères ont été assez stupides pour commencer un duel à l'épée devant tout le groupe de marchands Yunhum. Il a du mal à croire leur stupidité, réalisant que cela a tellement mis son père en colère, qu'il est tombé malade à cause du stress. Mok In-seop essaie de le consoler, en disant que cette affaire n'a rien à voir avec lui, mais il le coupe et se lève, car il ne peut plus jouer un rôle passif. Mok In-seop est surpris par sa soudaine détermination. Notre garçon dit alors sérieusement à Mok In-seop de garder la lettre car il va constater la situation par lui-même. Lorsque Mok In-seop retourne à son escouade, la première chose qu'il fait est de relayer la nouvelle à ses camarades, sur la façon dont quelqu'un comme Lee Jin Yuan est devenu un artiste martial. Dès que ses compagnons entendent cela, ils se mettent à rire. Chacun a son propre avis sur la question. Certains disent qu'il doit être bon au lit, tandis que d'autres commentent que si quelqu'un comme Lee Jin Yuan peut devenir un artiste martial, alors ils doivent être des artistes martiaux légendaires eux-mêmes. L'un de ses compagnons lui dit de faire une blague crédible. Par exemple, comment le vice-capitaine a enfin trouvé un amant. Le dit vice-capitaine, Han Ye-aop, surprend leur conversation et s'intéresse à savoir si Lee Jin Yuan a vraiment retrouvé la santé après avoir frappé l'homme qui a essayé de le déplacer. Alors Han Ye-aop déclare fermement que Lee Jin Yuan est un artiste martial depuis l'enfance, grâce au corps doué qu'il possède. Maintenant, Han Ye-aop demande la date du retour de Lee Jin Yuan. Mok In-seop montre son incertitude à ce sujet, car il a seulement mentionné qu'il revenait. À ce moment précis, ils entendent l'annonce concernant l'arrivée de Lee Jin Yuan, et ils comprennent que c'est maintenant. Alors Han Ye-aop demande à ses subordonnés d'aller saluer leur jeune maître. Ils ne sont pas contents d'entendre cela, alors il leur rappelle sévèrement qu'il est leur maître quoi qu'il arrive. Pendant ce temps, Wu-sung, voyant pour la première fois l'opulence du palais du groupe de marchands Yuna, est vraiment surpris de voir à quel point il est riche. Dans sa vie passée, il n'avait entendu que des histoires sur ce groupe, mais maintenant, en le voyant de près, il réalise que Lee Jin Yuan n'est pas seulement aisé, il est sacrément riche. Il dit à ses servantes de se reposer, car il va rendre visite à son père. Alors qu'il avance, il est surpris par le silence, car personne ne se donne la peine de le saluer.
Son souhait est bientôt exaucé lorsqu'un grand nombre de gardes l'accueillent avec leurs épées. Alors Han Yeaop le salue, commentant à quel point Li Jinyuan est presque méconnaissable. Il exprime également sa joie de le voir en bonne santé. Les subordonnés de Han Yeaop supposent qu'il ne fait que flatter Li Jinyuan, croyant que Han Yeaop n'a pas de fierté, car dans le passé, leur maître l'a toujours insulté pour sa considération. À ce moment précis, ils se préparent aussi à une insulte grossière, mais ils sont vraiment décontenancés quand Li Jinyuan les accueille, en commentant que c'est un bon accueil pour quelqu'un d'aussi problématique que lui. Voyant leurs expressions choquées, Mok Ainsop insiste sur le fait qu'il a déjà tout dit à tout le monde. Li Jinyuan a vraiment changé. Remarquant cela, Han Yeaop, qui escorte notre garçon à la chambre de son père, a une expression douce sur son visage, et Li Jinyuan commence enfin à se sentir comme leur allié au lieu d'une figure hostile. Quand ils entrent, Han Yeaop l'informe qu'il a déjà parlé de son arrivée à son père, ce pourquoi il le remercie. Leur conversation est interrompue par la main de son Jayan, qui l'accueille avec un commentaire moqueur, tout en le traitant de pervers. Le voyant ainsi, Li Jinyuan remarque qu'il a l'air d'une personne complètement différente. Quand Li Jinyuan a l'audace de le regarder noir, Jayan serre le poing sur son épaule. Han Yeaop, qui a vu Li Jinyuan se faire battre par Jayan dans le passé, ne veut pas qu'il subisse le même traitement. Pour son premier jour de retour, il retire doucement la main de Jayan de l'épaule de Li Jinyuan, tout en commentant que les deux frères devraient être heureux de se revoir, après si longtemps. Mais à son grand choc, Jayan gifle Han Yeaop pour l'avoir touché sans permission. Jayan n'aime pas son mauvais comportement envers lui, et l'avertit tout en lui demandant s'il le méprise. L'instant d'après, il déclare qu'il est prêt à lui donner une leçon. Avant qu'il ne puisse agir, notre type le gifle assez fort pour le faire tomber au sol. Jayan est complètement déconcerté par cela. L'instant d'après, Li Jinyuan serre le poing sur l'épaule de Jayan, lui faisant sentir sa force, tout en exprimant qu'il était très excité en venant ici. Jayan crie de douleur, bafouillant des blasphèmes à son frère tout en le traitant de fou. En entendant cela, notre type déclare d'un ton neutre qu'il l'appellera grand frère à partir de maintenant. Pendant ce temps, Li Wayan, le deuxième fils du groupe de marchands Yuna, remarque une certaine agitation devant la chambre de son père. Il interroge Han Yeaop à ce sujet, et le vice-capitaine commente qu'il y a une dispute entre ses frères aînés et cadets. En entendant cela, Li Wayan suppose immédiatement que ce sera Jayan, qui harcèle leur frère aîné et se précipite à l'intérieur, inquiet de l'état de santé de son grand frère. Mais il est surpris de voir que c'est en fait Li Jinyuan, avertissant sévèrement son jeune frère de se taire. Quand ils sont devant la chambre de leur père. Puis il remarque la présence du frère du milieu. Après un moment, Li Wayan s'installe devant son frère aîné, qui donne à Jayan une punition, garder les mains en l'air. En le voyant, Li Wayan se sent soulagé de le voir en bonne santé. Cependant, Jayan est clairement mécontent de la situation. Li Jinyuan lui assure qu'il est en bonne santé maintenant. Puis il remarque le poing blessé de Li Wayan et demande si c'est Jayan qui a fait ça. Li Wayan essaie d'éluder la question, mais notre garçon se tourne furieusement vers son Jayan et le gifle violemment pour avoir levé la main contre son frère aîné. Le pauvre Jayan n'a d'autre choix que de se conformer, s'il ne veut pas se faire plus battre. Il n'arrive pas à croire que c'est le même Li Jinyuan faible, qui avait l'habitude de lui masser l'épaule parce qu'il avait peur de se faire encore battre par son Jayan. La scène apporte un bonheur nerveux au visage de Li Wayan, en pensant à la façon dont Li Jinyuan bat maintenant Jayan. Alors que dans le passé, c'était l'inverse. Puis Li Jinyuan s'installe aussi. Li Wayan est curieux de connaître son changement de personnalité et de corps, mais au lieu de lui répondre, il commente simplement qu'il a de bons yeux, alors que son regard croise les parchemins devant son frère du milieu. Tout en ouvrant un, il s'enquiert du contenu à l'intérieur. Li Wayan explique que le parchemin contient la liste des employés. Il s'enquiert du contenu. Li Wayan explique que le rouleau contient la liste des employés, qui vont l'accompagner à la salle de conférence demain. Puis il vérifie la liste des employés, et remarque le nom de Gong Sun Meng, car son but principal est de se renseigner sur chaque employé. Après avoir vérifié la liste, il sait immédiatement ce qu'il voulait savoir, à savoir que Gong Sun Meng, ainsi que de nombreux autres employés, est recommandé par nul autre que Yu Yang-hu. Puis il se tourne sérieusement vers ses frères et leur demande d'un ton sombre si l'un ou les deux travaillent pour Yu Yang-hu. Les deux frères le nient furieusement, insistant sur le fait qu'ils ne peuvent pas remettre leur groupe de marchands à ce clan. Il sourit, voyant qu'il n'a pas besoin d'éliminer ses frères, parce qu'ils disent la vérité. Une décision prise,
Il se lève et demande si tous les hauts placés seront à la conférence. Son Li Huayan répond par l'affirmative. Sur ce, il déclare sa décision d'assister également à la conférence. Avant qu'ils ne puissent protester, ils quittent la pièce, ignorant leurs objections. Ils sont complètement abasourdis de voir le changement soudain de personnalité de leur frère. À ce moment-là, Zheyan souhaite également se rendre à la montagne Jua. Pendant ce temps, Li Jinyuan se tient devant la chambre de son père et entre avec sa permission. Son père, le chef du groupe de marchands, Se Yongmin, le remarque immédiatement. Il s'enquiert du tumulte à l'extérieur, mais Li Jinyuan l'écarte d'un revers de main en s'asseyant. Puis il mentionne qu'il a entendu des rumeurs selon lesquelles son père serait stressé. Son père le confirme en ajoutant qu'il est toujours stressé, mais que maintenant son vieux corps n'est plus assez fort pour le supporter. Puis son père lève la main pour toucher le visage de son fils, sentant à quel point il a l'air en bonne santé et changé. Il demande si c'est vraiment Li Jinyuan. Lorsque son père exprime sa joie de le voir bien, et le touche tendrement, quelque chose s'agite en lui. En tant que Wu Sung, il ne connaît pas le sentiment d'avoir un parent, mais il sait ce que c'est que d'avoir un père. Il se souvient de son père comme quelqu'un de fort et de corpulent, mais maintenant, en prenant sa main dans la sienne, il réalise à quel point sa cible est devenue fragile. Sur ce, il le console, disant qu'il va se débarrasser de tout ce qui l'a amené à cet état. Son père n'y croit pas, mais il insiste sur le fait que Ce Yongmin n'a pas à s'inquiéter de quoi que ce soit, car c'est lui qui s'en occupe. En voyant son expression déterminée, même son père commence à transpirer. Le lendemain, tout le monde se réunit dans la salle de conférence du groupe de marchands Yunha, où Huayon fait un briefing à tout le monde. Wu Yonghu est également présent. Ses subordonnés, qui s'interrogent sur lui, remarquent immédiatement la présence de Jin Yong. Wu Yong suppose que Jin Yong est venu ici pour consolider sa position dans le groupe. Pendant ce temps, après que Huayon ait terminé son briefing, il demande si quelqu'un a des objections. Avant qu'il ne puisse continuer, Wu Yonghu lève la main, disant qu'il a une demande à faire. Il suggère une personne qui puisse servir de garde du corps à Jin Yong, car il n'en a pas actuellement. Sur ce, une agitation se crée au sein du groupe de marchands Yunha à propos de cette intrusion, car il y a déjà beaucoup d'employés recommandés par Wu Yonghu. Mais la personne qui essaie de s'y opposer est menacée par Wu Yonghu, ce qui le fait taire. Puis Wu Yonghu demande si quelqu'un a des objections à sa suggestion. Tout le monde reste silencieux, trop effrayé pour parler. Juste au moment où il est sur le point de continuer, notre garçon lève la main pour lui rappeler qu'il a, en fait, des objections. Il donne ensuite sérieusement sa propre suggestion de licencier le chef de la garde, Wu Yonghu. Les membres du groupe de marchands Yunha s'inquiètent en entendant cela, tandis que le clan Wu Yonglus, supposant qu'il doit plaisanter, car Wu Yonghu est considéré comme nécessaire à la sécurité du groupe de marchands. Wu Yonghu, cependant, est arrogant. Il informe notre garçon qu'il est resté alité si longtemps qu'il ne sait pas qu'il n'a pas le droit de le licencier. L'instant d'après, Jin Yong fait ce que personne n'attend. Il frappe le sol si fort que le bâtiment tremble presque. Puis, sans ciller, il rappelle à ce serpent que malgré l'influence de Wu Yong, il oublie que Jin Yong est le véritable maître du groupe de marchands Yuna. Il y a peu de temps, il avait déjà informé Huayon de son intention de licencier Wu Yonghu. Huayon, cependant, ne pense pas que ce soit une bonne idée car le clan Wu Yong est plus puissant qu'eux. Au lieu de répondre directement, il demande « Quand quelqu'un sous-estime les artistes martiaux de Zhonggu, ne sont-ils pas dévorés vivants à cause de leur supposition arrogante ?» Puis il souligne combien d'employés autour d'eux sont du clan Wu Yong, donnant l'impression que le groupe de marchands Yunha est en train d'être englouti par eux. Son Li Huayan, remarquant cela, comprend ce qu'il essaie de dire. Alors, Jin Yong l'assure qu'il n'a pas à s'inquiéter car il va s'en occuper. En regardant son frère aîné, Huayon comprend, avec un sourire nerveux, exactement comment son frère aîné compte s'y prendre. Voyant cela, le clan Wu Yong dégaine immédiatement ses épées de manière menaçante, exigeant qu'ils s'expliquent. Hans est furieux de leur insolence à lever leurs épées contre leur maître. Il se place devant Jin Yong pour le protéger. Mais avec une expression impassible, notre garçon fait remarquer à quel point il est insolent pour le clan Wu Yong de lever leurs épées contre leur employeur. Il les menace d'un ton sombre, les avertissant qu'ils doivent avoir un désir de mort. Puis, il change soudainement de sujet, disant qu'il va indemniser Wu Yonghu parce qu'il se sent mal. Wu Yonghu est confus en entendant cela. Jin Yong explique qu'il a ruiné le plan de retraite parfait de Wu Yonghu. Puis il explique ce que Wu Yonghu prévoyait réellement. Premièrement, il éliminerait Jin Yong par l'intermédiaire de Gong Sun. Ensuite, comme il était déjà en train de monter les deux autres frères de Jin Yong l'un contre l'autre,
le fait que leur père soit tombé malade à cause de ce conflit a joué en faveur de Wu Yong. Au final, tout ce que Wu Yong aurait à faire serait de manipuler l'un des frères et de l'utiliser comme une marionnette pour prendre le contrôle total du groupe de marchands Yuna. Sur ce, Wu Yong se met à rire, affirmant que Jin Yong invente des histoires. Mais il continue, déclarant froidement que le plan de Wu Yong a commencé à s'effondrer au moment où il a personnellement tué l'assassin de Wu Yong, Gong Sun. Les yeux de Wu Yong s'écarquillent à cette révélation. Il n'arrive pas à croire ce qu'il vient d'entendre. Notre garçon ajoute qu'il a tué le pauvre assassin d'un seul coup, lui offrant une mort facile. Puis il dit nonchalamment que Wu Yong devrait faire plus d'efforts pour élaborer un plan correct s'il veut contrôler le groupe de marchands. De plus, ajoute-t-il, il lui facturera également les dommages qu'il a causés. Maintenant, Wu Yong en a assez des paroles de Jin Yong. Furieux, il lève le poing et menace de le tuer. Avant même qu'il ne puisse porter un coup, Jin Yong bloque son poing avec le sien. Au moment où leurs poings s'entrechoquent, Wu Yong sent une décharge d'énergie fulgurante, lui faisant réaliser que Jin Yong est vraiment devenu un artiste martial. Tout le monde autour d'eux est également choqué d'assister à la démonstration de puissance de notre type. Jin Yong, de son côté, remarque avec emphase que Wu Yong attaque quelqu'un qui vient de finir de se rétablir. Puis il déclare qu'il laissera passer, car ils vont avoir un duel officiel. Quelqu'un annonce le début du duel officiel. Wu Yong demande si cela suffira. Avec une expression arrogante, il affirme qu'ils vont se battre en duel jusqu'à ce que l'un d'eux soit mort. Après avoir entendu cela, Wu Yong remarque calmement qu'il semble que Jin Yong ait été formé dans une bonne secte, à en juger par son efficacité et ses compétences en arts martiaux. Mais, levant son épée, il affirme qu'il va lui faire comprendre la différence d'expérience entre les deux. Jin Yong, cependant, esquive rapidement son attaque et n'apprécie pas la raillerie sur l'expérience. Tout en se baissant, il enfonce son poing dans le ventre de Wu Yong, déclarant qu'il a 100 ans d'expérience de plus que Wu Yong. Wu Yong crache du sang, incapable de comprendre la véritable ampleur des compétences de Jin Yong. Jin Yong, de son côté, active son art de la mobilité éclairée et promet de montrer à Wu Yong à quoi ressemble la vraie différence d'expérience. Se déplaçant maintenant à la vitesse de l'éclair, il frappe Wu Yong, qui parvient à bloquer le coup avec son épée. Les deux s'affrontent à plusieurs reprises. Wu Yong frappant avec sa lame, Jin Yong contrant avec ses poings nus, mais chaque coup que notre garçon lance est bloqué par l'épée de Wu Yong. Pendant leur combat, Wu Yong est complètement déconcerté par les techniques de Jin Yong car ce n'est rien de ce à quoi un débutant se battrait. Ses compétences correspondent à celles d'un artiste martial chevronné. Cependant, malgré cela, Wu Yong est déterminé à achever Jin Yong. En voyant sa posture, ses subordonnés sont satisfaits, pensant que leur capitaine est enfin sur le point de mettre fin au combat. Sur ce, Wu Yong active son art de l'épée à 3 formes. Jin Yong baisse immédiatement la tête pour éviter le coup et active sa frappe rapide. Il se déplace si vite que Wu Yong ne sent même pas son changement de position. L'instant d'après, Wu Yong reçoit un coup de poing dévastateur à la mâchoire. L'impact est si puissant qu'il est visible même depuis la maison principale. Les serviteurs qui sont témoins de la scène murmurent de confusion, tandis que son père, arborant une expression fière, déclare que son fils aîné a maîtrisé les arts martiaux. Lorsque Wu Yong s'effondre, ses subordonnés se précipitent à ses côtés. Voyant l'état de leur capitaine, ils sont furieux. L'un d'eux regarde même Jin Yong avec colère. Mais il le fait taire instantanément avec une menace mortelle. Un autre subordonné admet qu'il n'y a pas eu d'irrégularité dans le duel. Cependant, avant de partir, il avertit que si c'est ainsi que Jin Yong souhaite agir, alors le clan Wu Yong adoptera la même méthode pour se venger du groupe de marchands Yuna. Quelque chose qu'il affirme qu'il leur sera impossible d'éviter. Mais Jin Yong se fiche de telle rancune mesquine car il n'y a jamais été nouveau. Il rendra tout ce qu'on lui donne, que ce soit une rancune ou de la gentillesse. De plus, il revendique l'entière responsabilité de l'incident, ce qui provoque une protestation de Waiyan. Pourtant, Jin Yong regarde fermement tout le monde et déclare que, malgré son affirmation antérieure selon laquelle le groupe de marchands Yuna lui appartient, il appartient également à son père, à l'équipe qu'il a accueillie ce matin, et à tous les employés qui y travaillent. Par conséquent, il ne permettra à personne de jouer avec son groupe de marchands. Sur ce, il leur ordonne de partir, disant qu'il les licenciait de toute façon. Tout le monde est satisfait de son discours, à l'exception du clan Wu Yong, qui part à contre-cœur, lui souhaitant bonne chance pour faire face à leur clan à l'avenir. Alors qu'ils s'en vont, un employé est sur le point d'applaudir, mais un autre l'arrête rapidement, lui rappelant que Jin Yong avait gagné un duel officiel. Un autre garde ajoute qu'ils ne peuvent pas célébrer. Après tout, ils sont l'équipe de garde. Pourtant, au lieu de faire leur devoir, ils sont restés à regarder tout le temps.
Impassible face à l'agitation, Jin Young se tourne vers Hwa Young et lui dit de lui apporter un élixir. Puisqu'il a déjà assumé l'entière responsabilité de l'affaire, il mérite au moins cela. Hwa Young glousse et assure à son frère qu'il apportera le meilleur élixir, ajoutant qu'il va être occupé à partir de maintenant. Non seulement il achètera des élixirs, mais il devra également embaucher de nouvelles personnes pour l'équipe de garde. Sur ce, Jin Young mentionne qu'il a déjà quelques personnes en tête pour ce poste. Pendant ce temps, quelque part dans une pièce privée, Mi Young-ho reçoit des nouvelles des récentes actions de Jin Young. Ses subordonnés confirment que la nouvelle est bien vraie. En fait, notre garçon a déjà tout prévu il y a quelques jours, au moment où il a mis les pieds dans le groupe de marchands Yuna. Il a également analysé les habitudes des employés. Dès son premier jour ici, alors qu'il était en chemin quelque part, il s'arrête soudainement et demande à Han Ye-hope s'il a mangé. Complètement pris au dépourvu par cette question attentionnée, Han Ye-hope répond par la négative car il n'a pas eu le temps de manger depuis l'aube à cause du travail. Jin Young jette alors un coup d'œil en bas, où quelques membres du clan Yu-young perdent leur temps dans des conversations inutiles. À cet instant, il comprend la dynamique du groupe. Les employés loyaux du groupe de marchands Eunha travaillent si dur qu'ils n'ont même pas le temps de manger. Alors que les membres du clan Yu-young profitent de l'argent facile, se prélassant pendant les heures de travail sans aucune obligation réelle. Han Ye-hope s'adresse à nouveau à lui, mais au lieu de répondre, son esprit dérive vers la solution. S'il renvoie soudainement les membres Yu-young, le groupe se retrouvera sans sécurité, car il aura besoin de personnes pour les remplacer. Après y avoir réfléchi, il sait exactement où trouver les remplaçants parfaits pour ses employés oisifs. À cette fin, il se dirige vers un tripot louche, le genre d'endroit qui donne l'impression que seuls des criminels le fréquenteraient. Dès qu'il entre, il attire l'attention de plusieurs personnes. Certains le pointent du doigt, le traitant de bon à rien. Ils sont surpris de le revoir après si longtemps. Certains supposent même qu'il est mort depuis des années. Croyant qu'il est venu jouer, ils se préparent à le voir perdre sa fortune. Lorsqu'il entre dans le hall principal, le garde l'accueille avec enthousiasme, supposant qu'il est sur le point de dépenser une fortune. Mais ce Li Jin-yuan n'est pas l'homme dont ils se souviennent. Avec une insulte subtile mais cinglante, il avertit le garde de ne pas le toucher, laissant l'homme de mauvaise humeur. Puis, sans autre politesse, Li Jin-yuan lui ordonne d'ouvrir la porte. À l'intérieur, Chul Myung-ho, connu sous le nom de renard venimeux, jette un coup d'œil à son ancien ami et commente que son état de santé amélioré doit être le résultat d'une longue convalescence. Ses compagnons, Yuk Jinbo et Yuk Myung-ho, le saluent également. Myung-ho, avec un sourire narquois, leur rappelle de s'enquérir au moins du bien, être de Li Jin-yuan, puisqu'il est malade depuis si longtemps. Sur ce, les deux frères Yuk s'excusent, tandis que Myung-ho prétend moqueusement que Li Jin-yuan est son ami. Li Jin-yuan se moque de cette soi-disant amitié. En apparence, on dirait qu'ils sont des copains d'enfance. Mais en réalité, Myung-ho a toujours utilisé cette fausse camaraderie comme un moyen de le harceler et de lui soutirer de l'argent, exploitant ses faiblesses. Avec une expression sérieuse, il se demande si la nouvelle génération a inventé une définition de l'amitié entièrement différente et tordue. Ignorant les véritables pensées de Li Jin-yuan, Myung-ho l'incite vivement à commencer à jouer, affirmant que cela fait bien trop longtemps. En vérité, Myung-ho a hâte de lui soutirer une somme considérable, confiant que personne d'autre ne serait assez stupide pour tomber dans son piège. Feignant l'amitié, Myung-ho insiste pour le traiter en l'honneur de son retour. Mais lorsqu'il n'offre aucune réponse immédiate, Myung-ho s'irrite et le pousse à dire quelque chose. Li Jin-yuan répond calmement qu'il réfléchit. Lorsque son ami vautour insiste pour savoir à quoi il pense, Li Jin-yuan, au lieu de répondre, reste simplement assis en silence pendant un moment, pesant ses options. Doit-il tuer Myung-ho ou non? Pour lui, Myung-ho n'est rien de plus qu'un salaud inutile qu'il n'a aucun intérêt à garder. Les seuls qui ont de la valeur ici sont les frères Yuk, qui, bien que vivant comme des voyous, ont en réalité des compétences qui valent la peine d'être utilisées. Leurs compétences sont gaspillées sous quelqu'un comme Myung-ho. Avec cette décision mijotant dans son esprit, Li Jin-yuan se lève et dit calmement à Myung-ho de lui remettre la clé du coffre-fort. Myung-ho cligne des yeux de surprise, demandant pourquoi Li Jin-yuan a soudainement besoin d'argent. Li Jin-yuan répond d'un ton égal, lui assurant qu'il ne s'agit que d'un retrait d'argent unique. Mais, ajoute-t-il, les intérêts que Myung-ho lui doit pour les milliers de nyang qu'il a été forcé d'investir dans ce tripot, plus l'indemnisation médicale pour les fois où Myung-ho l'a fait battre, porte le total à environ 100 000 nyang. Cela devrait suffire. Myung-ho éclate de rire, se moquant de lui et lui demandant s'il a appris ses mathématiques pendant son absence. Avec une arrogance suffisante, il souligne que le coffre-fort ne contient pas seulement l'argent que Li Jin-yuan réclame,
Il est également rempli d'or, d'argent et de bijoux. Pourtant, dit-il, Li Jinyuan est un imbécile s'il pense en obtenir quoi que ce soit. Au mieux, avec ses soi-disant offres, il pourrait lui prêter de l'argent s'il est désespéré, mais la clé du coffre-fort est hors de question. L'irritation de Myung-ho grandit lorsqu'il se souvient des fois où notre garçon s'est plaint d'être malade, pour maintenant se tenir ici, en bonne santé, et oser exiger la clé du coffre-fort tout en l'ignorant effrontément. Il dit froidement à Li Jinyuan de reprendre ses esprits, lui rappelant exactement qui se tient devant lui. Lorsque Li Jinyuan ne prend toujours pas la peine de répondre, Myung-ho s'approche, son visage touchant presque le sien, et lui demande s'il souhaite mourir de ses mains. Encore une fois, pas de réponse. Abandonnant finalement les mots, Myung-ho ordonne à ses sbires de rouer Li Jinyuan de coups. L'un des frères Yuk l'attrape par derrière, se préparant à fracasser sa tête sur la table. Mais l'expression de Li Jinyuan s'assombrit. Ceci, réalise-t-il, est lui qui fait preuve de gentillesse. L'instant suivant, il projette un frère Yuk directement contre le mur. L'autre se précipite en avant, mais Li Jinyuan se dérobe, utilisant la table comme levier, et en un éclair, brise sa cheville. Ce frère s'effondre instantanément. Li Jinyuan se retourne, surpris de voir les frères Yuk se relever malgré leurs os brisés, leurs yeux complètement dépourvus de peur. Cette vue l'excite en fait car il est maintenant excité à l'idée de les attraper. Les deux frères chargent sur lui ensemble, mais en quelques secondes, Li Jinyuan disparaît de leur champ de vision. En un clin d'œil, il est derrière eux, se déplaçant à une vitesse fulgurante. Il saisit leurs deux têtes et les claque l'une contre l'autre, leur rappelant froidement qu'il ne les avertira pas une seconde fois. Maintenant, avec les frères turbulents à terre, le seul qui reste est le lâche Myung-ho, qui s'est caché. Li Jinyuan se tourne vers son vieil ami avec un sourire sinistre. Myung-ho, essayant de masquer sa peur, s'adresse nerveusement à Li Jinyuan d'un ton amical, suggérant qu'il parle à ses amis de son apprentissage des arts martiaux tout en gardant une main cachée derrière lui. Il le regarde avec suspicion, s'interrogeant sur sa raison, mais répond avec son calme habituel. Lorsque Li Jinyuan s'approche de lui, la peur de Myung-ho monte d'un cran et il révèle le couteau, l'avertissant de ne pas s'approcher. Il essaie de se rappeler qu'il n'y a rien à craindre. Après tout, ce n'est que Li Jinyuan. Avec détermination, Myung-ho se précipite en avant, prévoyant de mettre fin au combat en un seul coup. Il ricane derrière la table, pensant qu'elle le protégera. Mais Li Jinyuan donne un coup de pied à la table, et l'instant d'après, un seul coup de poing de sa part la réduit en miettes. Il ne reste qu'un Myung-ho stupéfait et sans voix, dont il saisit la tête. Puis il sourit et dit calmement que la contre-attaque gagne cette fois. L'instant d'après, Myung-ho hurle de douleur alors que Li Jinyuan envoie une énergie fulgurante parcourir son corps. À l'extérieur, un garde marmonne que quelqu'un va mourir aujourd'hui. Après cette explosion choquante, Myung-ho s'effondre sur le sol, trempé de sueur. Li Jinyuan, imperturbable, lui dit de se ressaisir. Avec difficulté, Myung-ho lève la tête, les yeux brûlants d'humiliation, se demandant ce que Li Jinyuan a fait pendant sa convalescence. L'idée s'insinue. Si Li Jinyuan s'est entraîné tout ce temps juste pour se venger de lui, il essaie de se défendre, pensant qu'il n'a pas été si mauvais avec lui. Mais en se rappelant son comportement passé envers Li Jinyuan, la conclusion semble inévitable. C'est le prix à payer. Forçant un sourire nerveux, Myung-ho dit à notre garçon de demander ce qu'il veut, sauf la clé du coffre. Cela fait hésiter Li Jinyuan. C'est exactement ce qu'il voulait entendre. Myung-ho lui rappelle rapidement que malgré son mauvais comportement, ils sont amis d'enfance, et ils jouent le jeu à contre-cœur. En entendant cela, le visage de Myung-ho s'illumine, et il serre immédiatement dans ses bras un Li Jinyuan très irrité, lui assurant qu'il n'y aura plus de coups ni de harcèlement à partir de maintenant. Li Jinyuan n'y croit pas. Il le repousse en grimaçant et dit que ses douces paroles le rendent malade. Malgré son irritation, Myung-ho continue de parler, insistant sur le fait qu'ils ne sont pas que des amis, alors qu'il le promeut au rang de frère. Il se tourne immédiatement vers ses sbires et leur ordonne de saluer leur grand frère. Tous deux obéissent sans poser de questions, l'air plutôt perdu. À l'intérieur, cependant, Myung-ho ricane, pensant que Li Jinyuan est quelqu'un qui vivait autrefois à ses pieds et le suivait comme un chiot. Dès qu'il en aura l'occasion, il prévoit d'attraper ses gardes et de s'enfuir. Il est certain de pouvoir régler n'importe quel autre problème par la suite. De l'autre côté, Li Jinyuan s'adresse directement aux jumeaux, leur disant que lorsqu'il appelle quelqu'un frère, ce lien dure toute une vie. Les frères Yuk jettent un coup d'œil à Myung-ho pour approbation, et Myung-ho les exhorte à jurer, déclarant qu'ils sont désormais frères jurés. Les jumeaux jurent immédiatement fidélité à Li Jinyuan en tant que grand frère. Myung-ho se sent satisfait des progrès, jusqu'à ce que son sang se glace lorsque Li Jinyuan, d'un ton sombre,
ordonne au frère Yuk de s'écarter, disant que lui et Myung-go vont décider qui est le vrai grand frère. Malgré les protestations de Myung-go, les jumeaux quittent la pièce. Maintenant complètement perturbé, Myung-go n'a aucune idée de son véritable motif. Notre gars lui rappelle calmement que c'est lui qui a gagné de l'argent en exploitant les jumeaux. Ce n'est pas la bonne façon, alors maintenant Lee Jin-yuan va en assumer la responsabilité. Sachant pertinemment que les frères valent plus que de l'argent, Myung-go proteste furieusement, accusant Lee Jin-yuan non seulement de l'avoir battu, mais aussi d'essayer de lui enlever les frères. Il grogne qu'il vaudrait mieux le tuer sur le coup. Aussi impoli que soit la remarque, Lee Jin-yuan décide d'accéder à ce sentiment, en donnant un coup de pied à Myung-go à la mâchoire l'instant d'après. Il lui dit froidement qu'il fait du bon travail et se met à l'utiliser comme punching ball. Jusqu'à ce que Myung-go comprenne enfin que Lee Jin-yuan n'est retenu par aucune réticence à le tuer. Finalement, Myung-go marmonne qu'il lui donnera ce qu'il veut, mais Lee Jin-yuan lui dit avec désinvolture de le dire à voix haute. Vaincu, Myung-go accepte finalement de lui remettre la clé. Lee Jin-yuan ricane et rappelle à Myung-go qu'il devrait montrer qu'il implore pour sa vie. Myung-go a encore l'audace de se moquer de cette demande, se demandant s'il devrait être plus respectueux à la place. Il apprend sa leçon rapidement lorsque Lee Jin-yuan le jette de côté, le laissant se demander s'il est devenu fou. Dès que les frères Yuk le voient, ils se tournent immédiatement pour lui demander s'il est perdu. N'ayant plus le choix, Myung-go avoue qu'il est perdu, et qu'à partir de maintenant, ils serviront Lee Jin-yuan. L'humiliation est telle que Myung-go a envie de pleurer. Pendant un bref instant, il pense comme un être humain sensé et décide de laisser partir les frères pour qu'ils puissent avoir une vie meilleure avec le groupe de marchands Yuna. Mais lorsque les deux frères se regardent et acceptent de servir Lee Jin-yuan, l'irritation de Myung-go s'enflamme à nouveau face à ce qu'il considère comme de la gratitude. Une fois l'affaire réglée, Myung-go sort en trombe, irrité et marmonnant tout en se plaignant de ne jamais faire confiance aux personnes aux cheveux noirs. Dès que ceux qui l'entourent remarquent et laissant les jumeaux Yuk, ils sont prêts à le battre maintenant que sa sécurité a disparu. Voyant les visages hostiles qui l'entourent, l'arrogance de Myung-go s'enflamme, il est toujours le renard venimeux, et il le leur rappelle d'une voix forte. Il a même le culot de les défier de s'approcher de lui. Les hommes mordent à l'hameçon, armes à la main, leur fureur débordant. Maudit sa chance d'être parti dans cet état, Myung-go se prépare au pire, mais avant que quiconque ne l'atteigne, Lee Jin-yuan intervient pour le défendre. Lee Jin-yuan remarque que ces vautours n'osaient pas approcher Myung-go lorsqu'il était fort, mais maintenant ils sont prêts à le dévorer alors qu'il est vulnérable. Il leur ordonne de s'en prendre à Myung-go seulement lorsqu'il sera assez fort pour se défendre. Puis il ordonne au frère Yuk de récupérer tous les objets de valeur. Alors qu'il s'apprête à exécuter ses ordres, Myung-go continue de maudire. Tout le monde et tout, Lee Jin-yuan inclus. Lorsqu'ils arrivent devant sa maison, les frères Yuk le remercient d'avoir sauvé leur ancien maître. La gratitude le prend au dépourvu pendant un instant. En regardant les jumeaux, il se souvient des rumeurs selon lesquelles certains disent qu'ils ont été vendus à Myung-go comme esclaves, d'autres qu'ils l'ont suivi par peur. Pourtant, voyant leur sincère inquiétude pour Myung-go, Lee Jin-yuan sourit doucement pour lui-même, réalisant que comprendre la vraie nature humaine est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Pendant ce temps, derrière un pilier, quelqu'un observe attentivement, s'assurant que Lee Jin-yuan est bien là. Maintenant, dans le présent, les choses reprennent leur cours, mais Ji-hyun n'est pas satisfait des progrès. Il continue de râler de ne pas avoir une journée tranquille avant le retour de son grand frère. Il se souvient de l'apparition soudaine d'argent et de bijoux provenant de la salle de jeu, ainsi que des frères Yuk, et cette pensée le fait bouillir de ressentiment. L'instant d'après, il voit une charrette entrer avec de nouvelles provisions. Hwayon les vérifie attentivement, demandant à ses serviteurs d'être prudents avec les marchandises, et laissant la charrette là, expliquant que les articles sont très précieux. En voyant cela, Ji-hyun devient curieux du contenu de la charrette. Ses yeux s'illuminent lorsqu'il aperçoit une fleur de toison tubéreuse centenaire, si rare que les gens font la queue depuis l'aube juste pour en cueillir une. Il suppose qu'elle a dû être apportée sur son ordre. À ce moment-là, leur père sort. Hwayon se précipite vers lui, lui rappelant qu'il est encore trop tôt pour qu'il sorte dans son état. Ji-hyun, cependant, est bien plus intéressé à découvrir pour qui son père a apporté autant d'élixirs. Il se souvient que Lee Jin-yuan n'en avait besoin que d'un seul, alors il espère pouvoir en obtenir au moins un pour lui. Mais son visage pâlit lorsqu'il entend dire qu'ils sont tous pour Lee Jin-yuan. Leur père explique qu'après ce qui s'est passé avec le clan du seigneur Huyang, ils ne peuvent pas se permettre de compter sur un seul élixir. De plus, ce n'est pas grand-chose. Si l'on en juge par l'énorme quantité d'argent qu'ils ont déjà gaspillé pour le clan du seigneur Huyang et la petite secte de la divinité. Alors, après avoir examiné la question, il envoie des lettres au chef de leur succursale locale,
et a de grands noms de l'industrie de l'élixir, demandant des approvisionnements d'élixir de haute qualité. Ils acceptent d'aider, car leurs entreprises sont interconnectées et souffrent des pertes des autres. Sur ce, Han Ye-Hope soutient sa décision d'aider Li Jin-Yuan, lui faisant confiance pour devenir un grand artiste martial. Song Min le remercie de son soutien. Puis, malgré le visage découragé de son plus jeune fils, il déclare qu'il a enfin trouvé le moyen idéal de dépenser l'argent qu'il a gagné toute sa vie. Jae-Yong est furieux d'apprendre tout cela. Il se met en travers du chemin de son père et exige qu'on lui donne aussi un élixir. Son père le regarde un instant et lui demande ensuite s'il en a vraiment besoin. Jae-Yong devient encore plus furieux à cela, n'entendant que les éloges constants du nom de son frère aîné. Il croit vraiment qu'il y a de la discrimination à son encontre et ne peut pas comprendre pourquoi quelqu'un comme Li Jin-Yuan continue de recevoir ce genre d'attention. Sa question trouve une réponse non pas avec des mots, mais avec les actions de notre garçon. Lorsqu'il le dépasse à la vitesse de l'éclair, la force de son mouvement fait tomber Jae-Yong alors que Li passe, traînant un énorme rocher sur son dos. En regardant le visage déterminé et couvert de sueur de son frère, Jae-Yong en conclut que quelqu'un comme son frère aîné, qui a déjà une forte carrure et une confiance innée, fait enfin l'effort de faire en sorte que ça marche. Il se recouche sur le sol avec un soupir, puis jette un regard pensif à son épée. Après un certain temps, encouragé par l'entraînement vigoureux de son frère, Jae-Yong commence à pratiquer son art de l'épée sur un mannequin d'entraînement. Il se souvient du mouvement que Li Jin-Yuan avait utilisé sur Uyong-gu lors de leur duel officiel. Après un certain entraînement, il soupire, frustré de ne pas pouvoir saisir pleinement l'étendue des compétences de Li Jin-Yuan, tout en le maudissant à voix basse. Presque comme invoqué par cette pensée, Li Jin-Yuan apparaît devant lui, surprenant son pauvre petit frère. Nerveusement, Jae-Yong s'enquiert de sa promenade. Li Jin-Yuan explique qu'il en a fini avec elle. Puis, réalisant ce que son Jae-Yan a fait, il lui offre son épée et lui dit de revoir le mouvement que Yong-gu a utilisé contre lui, tout en ajoutant des éloges pour les compétences de son frère. Embarrassé, Jae-Yong réalise que son frère avait observé son entraînement. Prenant l'épée, Jae-Yong se lève et attaque le mannequin avec détermination. Se sentant arrogant à propos de son mouvement, sa confiance est instantanément anéantie lorsque Li Jin-Yuan le qualifie de bâclé. Jae-Yong, maintenant irrité par la langue acérée de son frère, riposte. Mais l'instant d'après, le poing de Li Jin-Yuan arrive sur lui, seulement pour que Jae-Yong le bloque à la dernière seconde avec son épée. Puis, Li Jin-Yuan explique comment il a détruit la feinte d'Uyong-gu, a réduit la distance et l'a laissé complètement impuissant, forcé seulement de se défendre. Il dit tout cela tout en continuant à donner des coups de pied à son jeune frère. Jae-Yong essaie de raisonner avec lui, suggérant qu'il discute des choses au lieu de recourir au poing. Mais Li Jin-Yuan, clairement d'humeur à entraîner son frère, n'écoute pas. N'ayant pas le choix, Jae-Yong saisit à nouveau son épée et décide de suivre le mouvement. Lorsqu'il se précipite pour attaquer, il est stupéfait de voir Li Jin-Yuan simplement disparaître. Un instant plus tard, Li Jin-Yuan l'attaque par derrière, remarquant que les gens normaux montrent leur véritable potentiel lorsqu'ils sont acculés. Sur ce, il retire son poing pour frapper, mais s'arrête juste avant qu'il ne puisse frapper Jae-Yong. Effrayé, Jae-Yong retombe sur le sol, pensant clairement qu'il pourrait être tué. Li Jin-Yuan explique qu'à l'épée, les stocks a un taux de réussite plus faible que le tailladage. Il ajoute que Yong-gu a utilisé une technique d'élimination en un coup, tentant un style d'épée à 3 formes contre lui. Cette technique exige une extrême prudence, alors Li Jin-Yuan a soigneusement mesuré sa vitesse afin de la contrer. Autrement, il en aurait fini ce jour-là. Tout en levant son épée sur son frère, Li Jin-Yuan se souvient de son match contre Uyong-gu. Quelqu'un comme Uyong aurait été achevé avant même de pouvoir dégainer son épée, s'il avait encore tout le potentiel de son corps de sa vie passée. Mais pour l'instant, son corps n'a même pas atteint un quart de la force qu'il possédait autrefois en tant que roi du poing. À cause de ça, il ne peut pas simplement célébrer une victoire contre Uyong-gu. Ses pensées dérivent vers ces assassins de la faction démoniaque et la réalisation qu'ils sont encore plus puissants que lui. Cela alimente sa détermination à surpasser la force qu'il avait dans sa vie passée. Sa réflexion est interrompue par la voix d'une servante, l'informant qu'il a un visiteur. Avant de partir s'occuper de son invité, Li Jin-Yuan tape une fois de plus sur le front de son jeune frère. Ailleurs, un groupe d'hommes discute de la rumeur ridicule qu'ils ont entendue selon laquelle un coureur de jupons comme Li Jin-Yuan connaîtrait réellement les arts martiaux. Gu Hong, qui ne croit pas à l'histoire, explique comment la nuit dernière, il est allé au tripot, en état d'ébriété. Là, il a repéré Li Jin-Yuan avec les frères Yok, chargeant des objets du tripot.
Il l'a immédiatement reconnu, mais avant qu'il ne puisse revenir après avoir vomi, il avait disparu. Juju Ruhong et Sima Gook déclarent alors qu'ils sont venus ici pour vérifier la rumeur eux-mêmes. Lorsqu'ils ouvrent la porte de sa chambre, ils le trouvent à l'intérieur avec les frères Yok. En voyant sa carrure musclée, ils referment rapidement la porte et demandent à la servante si c'est vraiment Li Jingyuan ou si un groupe de marchands l'a adopté. La servante confirme que c'est bien leur jeune maître. Les hommes ont l'air sur le point de s'évanouir, essayant de comprendre la différence choquante entre le Li Jingyuan qu'ils viennent de voir et le playboy frivole des 4 rois célestes qu'ils pensaient connaître. À ce moment-là, Li Jingyuan ouvre la porte, leur faisant une peur bleue. Il ordonne calmement à sa servante de nourrir les jumeaux et de leur donner une grande quantité de nourriture car ils mangent beaucoup. Une fois qu'ils sont partis, il tourne son attention vers son ancienne équipe qui est clairement terrifiée par lui. Il demande pourquoi ils sont là. Trop effrayés pour s'expliquer, ils prient simplement pour leur propre sécurité. Sima Gook, Juju Ruhong, Guon et notre ami Li Jingyuan forment un groupe connu sous le nom des 4 rois célestes, dont le but principal est de se livrer aux femmes et au vin. Maintenant, ces 4 amis sont assis ensemble, profitant enfin d'un repas tranquille. En les regardant, Li Jingyuan se souvient de Myongo, qui prétendait aussi être son ami, mais ces idiots sont différents. Ils sont plus comme des partenaires de bêtises, leur monde tournant presque entièrement autour des femmes et du vin. Jaryong brise le silence en demandant comment va Li Jingyuan, tandis que Guon vérifie ses muscles, incapable de croire que Li Jingyuan s'est réellement entraîné. Sima, cependant, observe silencieusement à la fois son comportement et son physique. Il en conclut que cette transformation n'est pas quelque chose que l'entraînement seul pourrait réaliser. Li Jingyuan est vraiment devenu un artiste martial. Ensuite, il demande d'où lui vient sa connaissance des arts martiaux, car il lui est impossible d'être autodidacte dans de telles compétences. Li Jingyuan leur donne une réponse ambiguë, disant qu'il a juste eu de la chance. Sima remarque que ça doit être quelque chose comme les légendes dont ils n'ont entendu parler que dans le Jianghu. Jaryong ajoute qu'il a failli ne pas le reconnaître du tout. Puis, de nulle part, Li Jingyuan déclare que leur ami, Li Jingyuan, est mort, ce qui fait changer immédiatement leurs expressions. Toujours plein d'espoir, Jaryong demande quelle est leur prochaine action. Li Jingyuan explique vaguement qu'il a une dette à rembourser, et afin de la régler, il prépare le groupe de marchands Yuna. Son objectif actuel n'est plus de dériver sans but, mais de devenir plus fort. Guon et Jaryong sont abasourdis, murmurant l'un à l'autre à propos de ce changement soudain. Sima, cependant, affiche une expression plus sérieuse. Il se souvient de l'époque où Li Jingyuan est parti sous prétexte de se rétablir, mais Li Jingyuan savait que c'était en fait une forme d'exil. Il avait été découragé, réalisant que son père était suffisamment déçu pour l'éloigner. Sima avait essayé de le réconforter, le consolant et l'encourageant, pour utiliser son temps à bon escient afin d'étudier et de changer. À l'époque, Li Jingyuan avait répondu par un rire, tout en acceptant de changer avant même que Sima ne puisse lui dire au revoir. Se souvenant de cet incident, Sima félicite sincèrement son ami pour son amélioration. Pendant un instant, ils s'arrêtent tous, puis ils sont d'accord avec Sima en se rappelant l'époque où Li Jingyuan est parti et où les autres ne se sont pas présentés à cause de leur gueule de bois habituelle. En les voyant se chamailler ainsi, ils soupirent doucement, réalisant que ces idiots amateurs d'alcool sont les véritables amis de Li Jingyuan. Versant de l'alcool à ses amis, il les interroge sur leur propre projet maintenant qu'il a changé. Sur ce, ils déclarent tous nerveusement qu'ils ne sont pas du genre à changer. Malgré tout, tout en célébrant, ils sont heureux qu'au moins Li Jingyuan soit sorti de l'ombre de leur groupe pour affronter le monde. Après une journée de beuverie et de rire, tous ses amis s'en vont, le saluant chaleureusement et lui rappelant de les contacter s'il a besoin d'eux. Sur le chemin du retour, ils discutent à nouveau de la transformation de Li Jingyuan, et Sima suggère de rentrer chez eux. Jaryang le taquine à propos d'un possible mariage, mais Sima lui dit simplement de rentrer chez lui et d'étudier. Leur plaisanterie continue jusqu'à ce qu'ils décident de s'installer à la maison au doux parfum pour se saouler encore plus. Pendant ce temps, à la même maison au doux parfum, le chef de la secte du Petit Dieu, Yongji Sung, est furieux en apprenant la mort de Huyang-hu. Les membres du clan du seigneur Huyang racontent tout sur le duel officiel entre Li Jingyuan et leur capitaine. Lorsque le chef de la secte demande quelle arme Li Jingyuan a utilisée, ils répondent que l'ancien roi du poing s'est appuyé uniquement sur ses poings. En entendant cela, l'expression du chef de la secte s'assombrit de mécontentement. Les membres du clan du seigneur Huyang insistent à nouveau pour se venger, mais le chef de la secte leur rappelle qu'ils ne peuvent pas chercher vengeance pour un duel équitable. Un membre du clan du seigneur Huyang proteste, disant que le chef de la secte et Huyang-hu étaient censés être amis,
et qu'il devrait honorer ce lien. Yongji chante des écorcheurs de tempérament, et il rétorque qu'il n'a aucune obligation envers un homme mort. Il leur ordonne ensuite d'emporter le cadavre et de s'excuser auprès de son escorte pour le dérangement. Ensuite, les pensées de Yongji Sung se tournent vers un autre problème, car le groupe de marchands Yuna a refusé de payer ses impôts. Sans Yongji Sung comme atout, ils ont perdu leur influence. Son subordonné lui rappelle que leur refus de payer signifie qu'ils ne reconnaissent plus l'autorité de la secte. Yongji Sung est d'accord. Le subordonné demande alors s'il prévoit de les tuer, mais leur chef répond en secouant la tête qu'ils ne sont pas des voyous de la pègre. Le subordonné insiste, demandant s'il a l'intention de simplement les laisser partir. Avant qu'il ne puisse répondre, Yongji Sung aperçoit 3 des amis de Jinyon qui discutent encore de la transformation de leur ami. Il remarque leur présence et passe devant eux, mentionnant intentionnellement le groupe de marchands Yuna. Parlant juste assez fort pour qu'ils l'entendent, il se demande à voix haute combien de richesses le père de Jinyon et Jinyon lui-même en tant qu'héritier doivent détenir. Sema saisit immédiatement la remarque et mord à l'hameçon. Après cela, Sema se précipite vers ses amis et leur raconte tout, mais Jinyon ne fait que bâiller en entendant la nouvelle. Sema lui rappelle qu'ils pourraient attaquer à tout moment, surtout qu'ils n'ont plus d'équipe de sécurité, après avoir éliminé Uyongu. Pendant ce temps, Jinyon pense déjà à la secte du Petit Dieu, ce dont Mokansop l'a déjà informé. Après un bref moment de réflexion, il demande à Sema où se trouvent les membres de la secte maintenant. Sema répond qu'ils sont à leur base. Jinyon lui dit alors d'entrer et lui tend une robe à enfiler. Son ami fidèle obéit tout en demandant à nouveau leur emplacement exact. Jinyon répond qu'ils sont à l'entrepôt de l'escouade de garde. Lorsque Sema réalise qu'il prévoit de se rendre directement à la base de la secte du Petit Dieu, il panique. Il rappelle à Jinyon qu'ils ne sont que 2, alors que toute la secte sera là et qu'ils n'ont même pas de plan concret. Tout en sortant son arme, Jinyon clarifie à son ami que c'est ça, le plan. Puis, pressant légèrement le couteau contre la gorge de Sema, il lui ordonne de montrer le chemin. Son pauvre ami n'a d'autre choix que de le guider jusqu'à la base de la secte du Petit Dieu, où des dizaines de gardes montent la garde devant la porte principale. Enfin, à l'entrée, Sema lui rappelle qu'il est inutile dans un combat. Il dit calmement à son ami de partir, car il va entrer seul. Sema est un peu déçu par ce renvoi, et l'avertit à nouveau du danger de charger dans un endroit avec des centaines de gardes. Mais Jinyon claque simplement la porte, et déclare qu'il va faire exactement ce qu'il faisait dans sa vie passée. En tant que Dan Wusung, la règle de vie de notre garçon est simple. Ne jamais reculer devant un combat. Pas quand il n'est qu'un orphelin luttant dans le monde du Jianggu, et pas même pendant son règne en tant que roi du Point. Même maintenant, il refuse de s'écarter, surtout quand il s'agit de son amour pour le combat. Dès que tout le monde remarque la porte s'ouvrir, il se tourne vers lui. Mais notre type entre sans la moindre trace de peur et demande à voir leur chef. Un garde, furieux de l'audace de l'intrus, s'avance pour le frapper. Mais Jinyon se déplace plus vite, attrapant l'homme par le cou et le terrassant d'un seul mouvement rapide. Les gardes l'avertissent qu'il se trouve dans leur repère. Avant que la bagarre ne dégénère, le chef de la secte lui-même apparaît, attiré par le tumulte, et exige de connaître son identité. Jinyon affirme calmement être un assassin. Le chef de la secte est amusé car il n'a jamais vu de sa vie un assassin entrer aussi effrontément. Puis ses yeux se posent sur le poing meurtri de Jinyon, et un souvenir lui revient de la conversation qu'il a eue avec un membre du clan Yu Yang. En un instant, il réalise exactement qui se tient devant lui. Jinyon. Notre type répond avec arrogance qu'il pourrait bien être Jinyon. Cela illumine le visage du chef de la secte car il ne s'attendait certainement pas à ce que quelqu'un comme lui fasse irruption sur son territoire. Mais cela facilite grandement les choses. Il a bien l'intention de profiter de cette opportunité. Sans hésitation, il ordonne à ses gardes de le saisir. Pendant ce temps, notre gars se souvient de la dernière fois qu'il a combattu plusieurs adversaires dans sa vie antérieure. Alors que la bataille commence, il est conscient que son corps actuel n'est pas aussi fort qu'avant. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas apprécier le combat. À chaque coup, il abat des gardes à gauche et à droite, les frappant et les terrassant en succession rapide. Certains gardes reculent instinctivement, secoués par la force monstrueuse qu'il déploie en combattant tant d'adversaires à main nue. Puis, soudain, il se fige un instant alors qu'une flèche lui tranche la joue par derrière. Se retournant avec un sourire narquois, il accuse effrontément le chef de la secte de faire étalage de son arme tape à l'œil. Le chef de la secte admet que l'épée est effectivement chère, et qu'il l'utilise rarement, mais pour un intrus aussi puissant, il est prêt à faire une exception. Puis, sur ordre du maître de la secte, les gardes aux pieds de Jinyon le clouent sur place, tandis que des dizaines d'autres se perchent sur le toit avec des arbalètes chargées pointées sur lui.
Notre garçon pense avec une ironie amère, donc le maître de la secte n'a même pas l'honneur de tomber aux côtés de ses propres hommes. Mais soudain, il entend la voix de Sema l'appeler, suivie d'un couteau fendant l'air. Jin-Yong l'attrape en plein vol et, d'un seul mouvement fluide, dévie toutes les flèches entrantes. La force de la déviation dessert également l'emprise des gardes sur lui. Le chef de la secte regarde avec incrédulité ce dont il vient d'être témoin. Notre garçon lève le pouce à son ami fidèle, puis se retourne vers le combat. Il lance la lame vers le chef de la secte, le tranchant effleurant le cou de l'homme. D'un ton sombre, il déclare que le chef de la secte est la seule exception pour laquelle il est prêt à utiliser une lame au lieu de son poing. Désespéré, le chef de la secte ordonne à ses subordonnés de le tuer. Mais avant qu'il ne puisse réagir, notre garçon est déjà sur lui, les poings prêts. Le chef lâche n'hésite pas à utiliser sa propre amante comme bouclier humain. D'un coup rapide et maîtrisé, Jin-Yong frappe l'homme tout en tirant simultanément la femme en sécurité. Il lui dit de partir, puis reporte son regard sur le chef de la secte, maintenant recroquevillé comme un animal acculé. Comme tous les autres adversaires que Jin-Yong a affrontés, cet homme réalise qu'il ne peut absolument pas être l'héritier du groupe de marchands Yuna. Seul un artiste martial professionnel pourrait se battre ainsi. Pour sauver sa vie, le chef de la secte offre à Jin-Yong une somme d'argent généreuse. Avant même que l'homme ne puisse terminer sa phrase, notre garçon lui assène un coup de poing, le faisant tomber au sol. Avec une froide détermination, Jin-Yong déclare qu'il n'a pas besoin d'argent de quelqu'un qu'il apprécie plus que la vie humaine. Après l'avoir roué de coups, il met fin à la vie de l'homme, son expression tordue et dégoûtée à la vue du sang de cette racaille. L'affaire étant réglée, Jin-Yong part aux côtés de son ami et de l'amante du chef de la secte. Sema propose d'escorter la femme, et Jin-Yong accepte. Les deux se séparent. Alors qu'il marche, la femme reconnaît rapidement Sema. Gênée, il se démasque tandis qu'elle lui dit qu'elle l'a vu plusieurs fois à la maison des doux parfums. Elle le remercie sincèrement et promet de lui offrir du vin de qualité la prochaine fois qu'il viendra. Il rejette l'offre, déclarant qu'il n'ira à aucune fiançailles la prochaine fois. Elle commente doucement sa transformation. Jetant un coup d'œil à son ami, il dit calmement qu'il est prêt à embrasser le changement. Inspiré par la propre transformation de Jin-Yong, tandis que Jin-Yong, pour sa part, pense déjà au petit déjeuner. Après s'être rafraîchi dans sa chambre, Jin-Yong s'installe pour le petit déjeuner avec les frères Yuk. Il les encourage à manger autant qu'ils le souhaitent. Enchanté par sa générosité, il demande s'ils peuvent manger 7 fois par jour, ce à quoi il accepte avec désinvolture sans une seconde pensée. Puis il remarque la blessure sur son visage et demande ce qui s'est passé la nuit dernière. La question le ramène au souvenir de l'embuscade, un événement qui l'a véritablement ébranlé. Ce n'est pas le genre de choses qui l'aurait déstabilisé dans sa vie antérieure, mais maintenant, cela lui fait réaliser qu'il doit aller au-delà de son entraînement habituel. Il doit continuer à se dépasser, à la fois pour se préparer à la vengeance contre la faction démoniaque et pour continuer à renforcer le groupe de marchands Yuna. À ce moment-là, il est informé de la réception d'un colis. En l'ouvrant, il trouve une lettre de Gu-Hong dans la boîte. La lettre le félicite en plaisantant pour son amélioration tout en soulignant qu'il n'a bu qu'un seul verre la nuit dernière. En vérité, Gu-Hong était allé livrer quelque chose à la demande de son père mais l'avait oublié, alors maintenant il l'envoie à la place. Il termine la lettre en faisant ses adieux à Jin-Yong et en lui rappelant de devenir plus fort, pour le bien de leur groupe de vauriens. Lorsque Jin-Yong ouvre la boîte, il trouve plusieurs racines de fleece flower tubéreuses centenaires. Il est stupéfait de réaliser que ces herbes pourraient avoir près de 5 siècles. Cela signifie qu'elles peuvent l'aider à élever son art des 10 phases de la foudre à la 5e phase. Puis il vérifie une autre pochette avec une boîte à l'intérieur. À l'intérieur, il trouve une lettre du groupe de marchands Tai-O adressée à son père en signe d'amitié. Il en conclut que son père a dû utiliser ses relations pour demander au groupe de marchands Tai-O, qui est l'un des plus riches des plaines centrales, de livrer ses objets précieux. Lorsqu'il ouvre la boîte, ses yeux s'écarquillent à la vue de l'essence d'azurite, qui est un trésor pour les artistes martiaux. Elle n'est surpassée que par la légendaire baie de vin naturel. En aspirant son parfum, il est certain qu'il s'agit bien d'essence d'azurite, en ayant goûté quelques gouttes dans sa vie passée. Ce qu'il ne comprend pas, c'est comment son père a réussi à mettre la main dessus. Puis, sans hésitation, il lance à chacun de ses frères Yuk des racines de fleurs de toison tubéreuses. Il ordonne à ses frères de garder sa chambre pendant qu'il se concentre sur la circulation de son énergie. Il leur ordonne également de manger les racines une fois qu'il sortira de sa chambre. L'un des frères Yuk observe l'objet dans sa main avec curiosité. Li Jin-Yuan explique que c'est quelque chose qui les rendra plus forts, mais les avertit de ne pas le perdre, grâce à ces précieux objets. L'un d'eux est stupéfait d'entendre cela, puis révèle nonchalamment que son père en a apporté plein. Des élixirs similaires. Rien que pour lui, Li Jin-Yuan soupire,
comprenant enfin que tout se résume à l'argent. Après avoir consommé la racine, Li Jinyuan s'assoit en tailleur dans sa chambre, méditant et rassemblant de l'énergie pendant les 2 prochaines heures. Le goût est amer, mais il pense que c'est ce qui le rend si semblable aux arts martiaux eux-mêmes. Douloureux, mais gratifiant. Bientôt, il sent une chaleur jaillir dans son noyau depuis l'élixir, et il est soulagé d'avoir entraîné le réceptacle de ce nouveau corps. Mais soudain, une douleur brûlante éclate dans chaque partie de lui. Il essaie de la supprimer, mais elle devient de plus en plus insupportable. Serrant les dents, il décide de l'affronter de front, canalisant son énergie pour la maîtriser. Après plusieurs secondes d'agonie, il pousse finalement un soupir de soulagement alors que la douleur s'estompe et que son noyau commence à refroidir. Puis il utilise son art de la foudre, un sourire triomphant sur son visage alors qu'il réalise qu'il a atteint la 5e phase. En regardant son corps, il remarque qu'il pue l'alcool à cause de l'alcoolisme de l'ancien propriétaire de son corps. Avec un sourire, il dit au revoir à l'ancien Li Jinyuan. Il est maintenant temps de tenter l'essence d'azurite, ce qui n'est pas un processus facile. La plupart des corps se dispersent comme un château de sable dans la fournaise sous son effet, mais il sait qu'il doit l'endurer. L'instant suivant, il sent l'énergie spirituelle de l'essence l'entourer, comme pour le tester. Au début, il décide de réprimer sa soif de pouvoir, mais ensuite il change d'avis et pousse contre l'énergie, déterminé à la surpasser et à devenir incroyablement fort. 7 jours passent pendant qu'il reste confiné dans sa chambre, travaillant avec l'énergie. Son jeune frère Intello s'inquiète pour lui. Il est arrêté par le frère Yok, qui lui rappelle que leur maître interdit strictement à quiconque d'entrer dans la pièce. Avant que Li Huayan ne puisse dire quoi que ce soit, une grande explosion éclate de sa chambre, et il se tient là comme un fantôme, les yeux brillants d'éclairs violets. Les frères Yuk sont stupéfaits par la vue, mais Huayon, le plus intelligent d'entre eux, le reconnaît immédiatement comme la fameuse déviation d'énergie par la puanteur dans l'air. Il se précipite vers lui alors qu'il s'effondre sur le sol. Les frères Yuk essaient désespérément de le réveiller. Huayon, inquiet et effrayé, s'approche de son frère aîné, qui lève la tête avec la même expression intense. Li Jinyuan se lève et regarde son frère. Son expression le fait ressembler à un fantôme vengeur. Il commence à avancer. Lorsque son frère cadet lui demande où il va, il répond qu'il a besoin de se rafraîchir un peu et les avertit de ne pas le suivre, laissant un Huayon très perplexe se questionner sur sa déclaration. Il saute de bâtiment en bâtiment à toute vitesse, essayant de s'éloigner non seulement de sa maison mais aussi de sa rue. Le pouvoir qui jaillit en lui, grâce à l'essence d'azurite qu'il consomme, le rend presque incontrôlable. Le corps de Li Jinyuan n'est pas assez fort pour supporter le pouvoir de l'essence, qui devient impossible à contenir pour le roi du poing. Alors, il s'enfuit des zones habitées pour protéger les gens de lui-même. Après un moment, il est loin et s'arrête dans un endroit désert. Le pouvoir est toujours incontrôlable. Se souvenant du coup de poignard qu'il a enduré dans sa vie passée, il décide de libérer l'énergie de son corps. Il libère l'énergie dans une puissante explosion, visible de loin alors qu'elle jaillit du sol. La pluie tombe sur lui alors qu'il se tient là, satisfait de son énergie. Vérifiant le niveau de son art de la foudre blanche en 10 phases, il sourit, réalisant qu'il a atteint la 8e phase grâce à cette énergie. Quand il revient à la ville, ses vêtements sont déchirés par l'énergie qu'il a libérée. Remarquant les regards des gens autour de lui, il achète des vêtements. Quand il demande au commerçant le prix, l'homme refuse de prendre de l'argent, le reconnaissant comme celui qui a vaincu les groupes turbulents comme le clan Wuyang et la secte de la petite divinité, effrayant les autres voyous. Il montre ses enfants du doigt, disant qu'ils viennent ici après cela, donc c'est un gage de gratitude de sa part. Les enfants lui offrent également un parapluie, et avec un sourire, il accepte finalement leur gratitude. Dehors, il regarde les visages paisibles des gens autour de lui, et réalise que le commerçant avait raison. Il n'a jamais vraiment compris l'impact que son combat avait sur les autres, mais se souvenant des paroles du commerçant et des sourires des gens, il ressent une étrange sensation qu'il aime. Soudain, la paix est brisée par de forts cris. Il regarde devant lui et voit des gens chasser Myongo. Son ami Caméléon l'accueille immédiatement avec un sourire. Regardant son ennemi, il commente sèchement sa vie bien remplie. Pendant ce temps, au palais de Moyangshan, l'assemblée de l'empereur tient une réunion. La conversation est menée par le chef du clan Dako, Dako Uyang Myong, qui félicite Moyang Bin pour son excellent travail de rassemblement de tous les chefs des groupes de l'assemblée de l'empereur. Moyang Bin balaie la gratitude et s'approche du chef du clan Seigneur Uyang, Seigneur Uyang Siyan, concernant la mort de Uyangu aux mains de notre héros. Le patriarche Seigneur Uyang est assez embarrassé d'entendre cela, surtout quand Moyang Bin mentionne que Uyangu était un artiste martial pro qui avait souvent des ennuis avec le groupe de marchands Yuna. Maintenant, le chef de l'assemblée de l'empereur et le chef du clan Namgong se moquent de lui.
Yu Yanggu avait également détenu le titre de l'un des artistes martiaux les plus forts. Pourtant, il trouve ridicule qu'un type comme lui ait été vaincu par un simple membre d'un groupe de marchands. Le chef du clan Seigneur Huyang essaie de justifier que Yu Yanggu avait déjà été banni du clan, mais il exprime sombrement son intention de donner une leçon à Jin Yan pour lui faire reconnaître la suprématie de son clan. De l'autre côté, notre gars et son ami égocentrique sont poursuivis par le groupe de l'Alliance du Faucheur Écarlate. Ils exigent qu'il leur livre Myongo, qui a informé Jin Yan de l'existence de ses aspirants rois, dans le centre-ville. Myongo explique que ces gens ont volé les livres qu'il avait pour son commerce de vente aux enchères. Il demande ensuite à ses anciens amis comment vont ses mains, montrant ses mains meurtries. Myongo plaisante en disant qu'il peut les entendre. Voyant cela, il se tourne vers les voyous de la pègre et leur demande de rendre Myongo une fois que ses mains seront complètement guéries. Tout le monde commence à se moquer du bon sens de notre gars, qui leur parle aussi naturellement. Mais quand Jin Yan ne réagit pas à leur moquerie, il réalise que ce n'est pas un type ordinaire et qu'il dégage une aura oppressante. Malgré tout, ils sont en colère et décident de le frapper. Un des punks arrête les autres et s'avance. Il demande à Jin Yan s'il connaît vraiment leur véritable identité. L'instant d'après, il est sur le point de menacer notre gars, mais il n'a pas le temps de finir sa phrase avant qu'un coup sec de Jin Yan ne l'envoie s'écraser contre un mur au loin. Tout le monde est choqué de voir ça. Impassible face à leurs expressions, Jin Yan leur dit nonchalamment de déguerpir, disant qu'il est temps qu'ils mangent quelque chose, sinon il pourrait les tuer de faim. Il vaut mieux pour eux qu'ils reviennent une autre fois. Il ajoute même que soit lui, soit Myongo les trouvera plus tard pour leur combat. Finalement, le gang du Faucheur Écarlate comprend et leur dit au revoir pour le moment. Maintenant, Myongo a l'audace de lui demander de lui acheter quelque chose, surtout des nouilles. Il mentionne même que lorsque Jin Yan l'a battu la dernière fois, il a failli mourir parce qu'il était affamé et divague sur l'importance de la nourriture pour son rétablissement. Finalement, Jin Yan lui dit de se taire, disant qu'il devrait juste lui demander sans en rajouter. Ensuite, il se dirige chez Jin Pyong pour manger des nouilles. Myongo est très heureux de prendre un repas complet, mais il remarque alors un changement dans les habitudes alimentaires de ses amis, car celui qui mangeait si peu avant, mange maintenant comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours. Il leur fait un petit cours sur le cours naturel du changement, puis commande 4 bols pour ses amis. La conversation se tourne vers les jumeaux Yuk, car notre garçon informe Myongo qu'ils vont bien et qu'ils s'entraînent généralement chez lui. Myongo commente leurs habitudes alimentaires gloutonnes, qui entament sérieusement ses dépenses, quand ils sont avec lui. Jin Yan lui rappelle nonchalamment qu'il est assez riche. Ses anciens amis rétorquent avec irritation qu'il pille aussi son argent. La conversation change alors lorsque Myongo s'intéresse à la source de connaissances en arts martiaux de Jin Yan. Son ami insiste pour avoir une raison. Myongo répond nonchalamment qu'il veut vaincre le gang du Faucheur Écarlate et que les arts martiaux peuvent lui être très utiles. À cet égard, il partage également des informations sur le chef de gang qui a des centaines de subordonnés. Partout où ils se battent, ils sont si nombreux, bien qu'ils s'enfuient si nécessaire. Sur ce, Jin Yan propose de l'entraîner personnellement, ce que Myongo accepte immédiatement. Il promet de suivre chaque instruction, ce que Myongo prend au sérieux, car il n'est pas surnommé renard venimeux pour rien. L'instant d'après, il surprend son ancien ami avide, en lui demandant de s'incliner devant lui. Myongo est assez embarrassé, mais il s'incline quand même. Puis il se relève en se plaignant que Jin Yan ferait mieux de lui enseigner après ça. L'instant d'après, notre garçon ouvre son parapluie et montre comment faire pivoter son poignet pour un mouvement d'épée. Cela met en colère son ancien ami, car il vient de s'incliner tout en se plaignant d'eux. Comment il allait jeter des ordures devant la porte de son groupe de marchands. Mais l'instant d'après, il est frappé par le même parapluie, alors que Jin Yan lui ordonne de le tenir d'une main et de le faire pivoter de la même manière qu'il le montre. Il doit faire ça avec le parapluie emprunté des centaines de milliers de fois avant de revenir le trouver. Myongo hésite, incertain de pouvoir vraiment répéter cette cascade autant de fois. Tout en le narguant avec son titre, Jin Yan lui dit d'abandonner l'apprentissage des arts martiaux, s'il ne peut pas le faire. Myongo reste hésitant même après l'avertissement. Notre gars décide de donner une leçon de réalité à son ancien ami. Il saisit son col et lui rappelle que tuer quelqu'un n'est pas un jeu d'enfant. L'exercice du parapluie va entraîner ses bras pour qu'il puisse tuer des dizaines de membres du gang des Faucheurs Écarlates avec une épée en bois. Pourtant, jusqu'à présent, il n'a fait que les fuir, terrifié. Puis il déclare, impassible, que quelqu'un d'aussi pitoyable que lui ferait aussi bien de mourir. Myongo répond nerveusement qu'il ne veut pas mourir. Calmement, Jin Yan lui demande de choisir s'il veut devenir une personne digne du titre de renard venimeux ou rester comme un rat peureux.
Pendant un instant, son ancien ami reste silencieux. Puis il finit par demander à emprunter le parapluie et s'en va avec. Après avoir payé pour lui et avoir renvoyé son ami, Jinyan réfléchit à ce qu'il a dit et se demande si Myung-go va persévérer dans son entraînement ou non. Ses pensées se tournent ensuite vers le gang de l'Alliance des Faucheurs Écarlates et il décide de tenir sa promesse de les traquer. Pendant ce temps, à la base de la Maison des Passions, le chef est furieux, frappant certains de ses subordonnés tandis que d'autres tremblent devant ce qui se passe. Il exige de savoir pourquoi ils ont laissé Myung-go s'en aller. Après avoir tout appris, le chef de gang réfléchit, mais il n'arrive pas à digérer le fait que le fils d'un groupe de marchands s'oppose à sa racaille. Un de ses subordonnés explique que Jinyan n'est pas juste quelqu'un qui prétend être un maître en arts martiaux. Certains disent même qu'il est la personne la plus forte de la région de Yanghua. Mais voyant l'expression de son maître, il n'achève pas sa phrase. Le chef ordonne ensuite aux autres de rejoindre le groupe, chargé de les retrouver tous les deux. Il déclare, impassible, qu'il veut Myung-go et Jinyan morts. Pendant ce temps, notre garçon se renseigne également sur l'Alliance des Faucheurs Écarlates et son chef. Un des frères Yuk l'informe que le gang est tristement célèbre pour déchiqueter ses adversaires. Jusqu'à présent, ils ont tué de nombreux chefs importants de différentes sectes, comme la secte Napio, la secte de la Corne, et ainsi de suite. Après avoir fait cela, il absorbe ces factions plus petites, dans la région de Yukwan, rendant son groupe encore plus grand. En conséquence, les établissements et les entreprises de la région de Yukwan n'ont d'autre choix que de verser un tribut à l'Alliance des Faucheurs Écarlates, quel que soit le type d'activité qu'il exerce. Ils en veulent à Myung-go à cause de ce même tribut. Jinyan explique ensuite que le gang a pris le contrôle de la salle des ventes de son ancien ami. Les garçons Yuk acquiescent, notant qu'une chose pareille serait probablement faite par le gang. Après avoir appris tout cela, notre gars réalise qu'il n'a pas d'autre choix que de trouver le gang. Sinon, son groupe de marchands sera entraîné dans le pétrin une fois qu'ils auront appris son identité. Alors qu'il se trouve dans le quartier commerçant de Yukwan, à l'intérieur de la Maison des Passions, la madame donne des instructions à ses subordonnés lorsqu'ils entendent soudain un grand cri. Ils se précipitent immédiatement vers la jeune fille. Une des escortes l'informe que la jeune fille est avec le chef de l'Alliance des Faucheurs Écarlates, mais il s'inquiète ensuite pour une autre jeune fille qui est toujours à l'intérieur avec le chef. Voyant l'état de la jeune fille, la madame dit à sa subordonnée de l'escorter jusqu'à sa chambre et de la laisser se reposer pendant qu'elle s'occupe de la nouvelle invitée. Pendant ce temps, il est demandé aux subordonnés de ne pas déranger le chef des Faucheurs Écarlates. Jung-hwa s'approche ensuite de sa nouvelle invitée, qui n'est autre que notre garçon. Elle essaie de le flatter, mais il lui pose directement des questions sur le chef des Faucheurs Écarlates. Jung-hwa lui demande s'il a rendez-vous. Il lui demande même s'il trouvera le chef à l'étage. Jung-hwa hésite, se demandant quelle est son identité, mais admet quand même que le chef est à l'étage. Alors qu'il se dirige vers l'étage, il l'avertit d'évacuer les autres, car il va rencontrer le chef. Voyant que l'autre jeune fille est toujours à l'intérieur, elle essaie de l'avertir de l'immense force du chef. Cependant, notre garçon ne se laisse pas impressionner et avance. Devant le groupe du chef, les gardes l'avertissent que c'est une zone interdite, mais il continue d'avancer. Lorsqu'un garde essaie de l'arrêter, il le jette simplement derrière lui comme si de rien n'était. Les autres gardes de l'Alliance des Faucheurs Écarlates se préparent à se battre, lui demandant si notre garçon, qui ne se doute de rien, sait même qui ils sont. Ils demandent calmement à nouveau où se trouve leur chef. Il semble que tout le monde autour fasse partie de l'Alliance des Faucheurs Écarlates. Alors qu'un grand nombre d'hommes se précipitent vers lui avec l'intention manifeste de le tuer, Li Jin-yuan, de son côté, leur dit calmement qu'il a aussi l'intention de les tuer. L'un d'eux se jette sur lui avec une épée, mais il attrape la tête de l'homme et le jette au loin. Un autre brute se précipite sur lui, mais il esquive l'attaque et le tue avec sa propre arme. Il ouvre alors brutalement la porte d'une pièce, mais ce n'est pas la bonne. Il se demande à voix haute s'il doit détruire les portes de chaque pièce pour trouver le chef. Sans hésitation, il défonce toutes les portes de cet étage, mais le chef n'est dans aucune d'elles. Il en conclut qu'il doit le chercher à l'étage suivant. Après un moment, au 5e étage, le chef est assis dans sa pièce quand la porte s'ouvre soudainement en fracas. Son subordonné l'informe immédiatement que la personne qui a fait ça n'est autre que le fils du groupe de marchands qu'il recherche. Il semble que le chef remarque aussi le chaos à l'extérieur et demande nonchalamment si notre garçon est là pour payer la dette de son ancien ami. Li Jin-yuan, cependant, commente avec désinvolture que le chef est à un étage trop élevé. Le chef demande s'il a peur de monter plus haut en combattant le comité d'accueil de ses subordonnés. Notre garçon avance, lui disant calmement que c'est sa spécialité de réaliser ce genre de prouesse.
Quand il se retrouve face à face avec le chef, l'homme turbulent a l'air d'un géant comparé à lui. Le soi-disant géant remarque la différence de taille et ricane, déclarant que sa spécialité est de regarder les autres de haut. En voyant son expression hautaine, Li Jingyuan sait que c'est le genre de voyou typique du milieu, tellement mauvais qu'il ne se sent pas coupable de le frapper. C'est exactement pour ça qu'il aime ce genre de racaille. L'instant d'après, il remarque une fille derrière le chef, qui saigne visiblement. Le chef suit son regard et sourit, déclarant avec véhémence qu'il n'a pas pu contrôler sa force. Notre garçon est furieux contre une personne qui n'a aucune conscience et qui n'en aura probablement jamais. Il demande au chef de relâcher la fille, tout en réfléchissant à la façon dont il va le tuer. Remarquant le feu dans ses yeux, le chef affirme que tous ceux qui viennent pour l'achever ont le même regard intense, mais qu'à la fin, il les déchire de ses propres mains. Pendant ce temps, les gens à l'extérieur se sont précipités pour échapper au danger imminent. Un des membres crie qu'un fou essaie de saccager la maison de plaisir. Il semble que ce fou ne soit pas notre garçon, mais son soi-disant ami d'enfance, qui balance son parapluie et repousse tout le monde. Il a finalement balancé le parapluie 2874 fois. Cependant, il est frustré, réalisant qu'il n'a toujours pas terminé la tâche des 100 000 balancements, et il recommence à compter depuis le début. Soudain, il entend une forte explosion derrière lui. Alors qu'il regarde en arrière, ses pensées vagabondent, se demandant si c'est lié à son ami. D'un autre côté, Li Jingyuan donne un coup de pied au chef avec une telle force que ça le propulse à l'extérieur du bâtiment, brisant le mur derrière lui. Le chef regarde notre garçon, qui au lieu de rester spectateur, saute après lui et atterrit gracieusement devant son adversaire. Même roué de coups, le faucheur rouge se relève, prêt à l'affronter alors qu'il prend une arme à son subordonné. Avec toute sa puissance, il lui lance l'arme, mais Li Jingyuan esquive en sautant dans les airs. Il essaie à nouveau, mais cette fois Li Jingyuan attrape calmement la chaîne alors que la poignée est encore dans la main du chef. Cela donne également au faucheur rouge la chance d'évaluer la force de notre type, qui correspond à la sienne. Alors, il lâche l'arme et se précipite vers lui, afin de l'achever avec sa force de rebond. Il est sûr que Li Jingyuan ne pourra pas bloquer cette attaque. En regardant le style, notre garçon perspicace le reconnaît immédiatement comme la technique du marteau météore et du poing. Il observe également que cette personne a dû être formée par un artiste martial traditionnel, à en juger par son style de combat propre. Cependant, le chef le sous-estime. Li Jingyuan est un roi du poing, et il bloque facilement l'attaque de son adversaire. L'instant d'après, il frappe l'homme fort au ventre, provoquant un cri de sa part. En regardant son estomac blessé, le chef reconnaît immédiatement le style de poing entraîné de Li Jingyuan et se prépare à lui donner un vrai combat. Ses muscles ondulent d'énergie brute alors qu'il se précipite en avant, prêt à le déchirer. Calme comme toujours, Li Jingyuan attrape son cou et le claque au sol sans aucun effort. Le chef ne comprend pas pourquoi il est désavantagé face à cet homme, même s'il se bat de toutes ses forces. Maintenant, notre garçon attrape son visage et lui renvoie sa propre raillerie, que maintenant c'est lui qui regarde Li Jingyuan de bas en haut. Il commence alors la deuxième étape de son art de l'éclair blanc, tout en tenant toujours le visage du chef, qui hurle maintenant de douleur. À chaque instant qui passe, il augmente l'étape au niveau suivant jusqu'à ce qu'il utilise la 5e phase. Les laquais de l'Alliance du Faucheur écarlate, regardant leur patron se tordre et entendant ses cris, se demandent s'ils devraient intervenir pour l'aider, bien que leur visage montre clairement la peur qui les retient. L'un d'eux reconnaît la technique de l'art de l'éclair blanc en 10 étapes. Quand Li Jingyuan termine, tout le monde est bouleversé de ne voir que des cendres là où leur chef se tenait autrefois. Se relevant, il regarde froidement le groupe du Faucheur écarlate et demande qui leur a donné le droit de collecter des impôts et de l'argent de tribut, sur les salaires durement gagnés des faibles. Puis il les défie. S'ils veulent afficher leur force, ils devraient venir le voir en premier. Il les avertit qu'ils connaîtront la même fin que leur patron. Pendant ce temps, l'alliance de la Faucheuse écarlate est survoltée, pensant que puisqu'il n'est qu'un seul homme, il pourrait bien arriver à le tuer. Puis Myung-ho, en le regardant, se demande à voix haute si, avec la Faucheuse rouge morte, il n'aurait plus besoin de payer de tribut. L'homme à côté de lui fait remarquer que Li Jingyuan pourrait commencer à exiger de l'argent de tribut à la place, mais Myung-ho le nie immédiatement, défendant son ami d'enfance. Il sait que son ami a déjà assez d'argent pour ne jamais s'abaisser à de telles bassesses. Puis il recommence à compter les mouvements de son parapluie, ce qui incite un passant à commenter ses singeries, le traitant de fou. À chaque coup, Myung-ho balance son parapluie. Il se rappelle l'époque où Li Jingyuan lui avait demandé s'il voulait vraiment être un rat ou un renard venimeux, comme il prétendait l'être.
Il sait que chaque personne a une étincelle dans son cœur pour faire quelque chose, et il est de sa propre responsabilité de nourrir cette étincelle. Il comprend que son ami veut être fort au point de frôler la folie, mais soudain il s'arrête, regardant son ami se battre contre les hommes de main de la faucheuse écarlate, et déclare qu'il est le renard venimeux, pas un rat lâche. Après s'être occupé de l'alliance de la faucheuse écarlate, Li Jinyuan ne prend même pas la peine de laver le sang de ses vêtements, quand Li Huaiyan, inquiet, se présente à sa porte. Il invente une excuse en disant qu'il était sorti boire un verre. Son frère cadet est venu lui demander conseil sur une affaire, mais l'inquiété veut des réponses concernant le sang. Notre garçon le console, tout en expliquant que ce n'est pas le sien, ce que son frère avait déjà deviné. Puis Li Huaiyan en vient enfin au fait qu'il est venu ici parce qu'il veut envoyer quelque chose au groupe de marchands en signe de gratitude, pour avoir fourni des élixirs aussi précieux. Tout d'abord, il veut envoyer quelque chose au groupe de marchands Taïo, mais veut savoir combien vaut la médecine qu'ils envoient. Sur ce, Li Jinyuan se souvient que Lady Group est celui qui a envoyé l'essence d'azurite, et répond que la valeur est si élevée que quelqu'un comme lui ne peut même pas la mesurer. Son frère est déconcerté, incapable de comprendre ce qui pourrait être donné en échange de quelque chose d'aussi précieux. Li Jinyuan pense qu'envoyer des biens ou de l'argent n'est pas une bonne idée. À la surprise de son frère, il propose de former une alliance de marchands à la place. Il explique en outre qu'outre les grands noms comme Taïo, il existe également des groupes plus petits comme l'établissement West Escort, qui n'ont aucune forme de protection officielle. Une alliance comme celle-ci serait un bon moyen de les remercier en leur offrant une protection. Li Huaiyan est hésitant, estimant que cela semble plus grand que ce qu'ils peuvent gérer. Li Jinyuan lui conseille de commencer petit. Incluez simplement le groupe de marchands Taïo et l'établissement West Wind Escort pour l'instant, en guise de remerciement. Li Huaiyan, déjà occupé à planifier, veut connaître les règles et les frais d'adhésion. Li Jinyuan lui dit de ne pas facturer de frais pour l'instant et de garder les règles simples. Son frère veut connaître le but de l'alliance. Sur ce, il se souvient des paroles du représentant de l'établissement Escort, qui avait demandé sa protection après qu'il ait chassé 2 organisations de gangsters de cette ville. Il déclare donc que leur but est de protéger la vie des marchands. De plus, il veut établir une ligne de communication appropriée, afin qu'ils puissent le joindre dans des situations désespérées. Son frère souligne que des conditions peuvent survenir, que même de grands groupes comme le groupe de marchands Taïo ne peuvent pas gérer. Par exemple, si quelqu'un du monde souterrain de Jianghu les harcèle, quel genre d'action entreprendrait-il? Il déclare fermement qu'il s'occupera personnellement de ces questions, ce qui rend son frère hésitant. Mais il explique que puisque les marchands lui ont donné des médicaments qui l'ont rendu plus fort, il peut faire ça pour eux en retour. Vient ensuite la question du nom de l'alliance. Huaiyan suggère de l'appeler la Grande Alliance des Marchands, mais il refuse, ne voulant pas que cela ressemble à l'alliance de la faucheuse écarlate, et le corrige en l'association des grands marchands. À ce stade, Huaiyan lui rappelle également que depuis le retour de son frère vaurien, sa charge de travail a augmenté. Il s'excuse, mais Huaiyan balaie cela d'un sourire, disant qu'il est préférable pour les marchands de rester occupés. À ce moment, l'un de leurs subordonnés arrive en criant qu'un nouveau problème est survenu. Lorsqu'on lui demande, il révèle paniqué que Seigneur Huyang et ses disciples sont venus en personne. Pendant ce temps, Lady Group est assis dans le hall principal du groupe de marchands. Seigneur Huyang est toujours furieux de l'humiliation qu'il a subie lors de la réunion de l'association des dirigeants. Il insiste donc auprès de ses disciples sur le fait que chacun d'eux doit combattre Li Jinyuan à tour de rôle, parce qu'il veut lui infliger une mort douloureuse. De plus, leur nom de famille ne peut pas être restauré avec une seule victoire. Tous s'y conforment immédiatement. Puis, Shin Sobaek demande si ses 2 compagnons vont utiliser des armes, puisqu'il va se battre à main nue. Huyang Myung accepte également d'utiliser ses poings, mais Huyang Woon n'est pas aussi confiant et a l'intention d'utiliser son épée. Son frère se moque de lui pour cela, mais Huyang Woon explique que Li Jinyuan est quelqu'un qui a vaincu quelqu'un comme Huyang Hu, qui avait beaucoup d'expérience dans le Jianghu. Huyang Myung cependant se moque de cela, croyant que Huyang Hu n'était pas assez fort. Enfin, il ordonne avec arrogance aux serviteurs de convoquer Li Jinyuan pour qu'il vienne en personne, mais à la place, les frères Yuk arrivent et les informent qu'ils doivent se rendre à l'annexe sur l'invitation de leur maître. Après un certain temps, les invités se tiennent devant notre garçon, qui les attend déjà. Il les accueille, et les 3 artistes martiaux se présentent. Il est cependant surpris par la présence de Seigneur Huyang, qui s'excuse d'être venu sans prévenir, mais admet qu'il n'a pas pu résister à l'envie de venir témoigner de sa force. Li Jinyuan comprend qu'ils sont ici pour un duel et s'enquiert du format spécifique. Seigneur Huyang suggère qu'il combatte tous ses disciples, car ils veulent apprendre de lui tout en énonçant les règles.
Quiconque perd connaissance, devient immobile ou tombe du ring sera déclaré perdant. Li Jinyuan accepte les règles simples et demande à commencer le match. Le premier est Uyang Myong. Le seigneur Uyang est très sûr de la victoire de son fils. Pendant ce temps, Uyang Myong sent qu'il n'affronte pas seulement le fils d'un marchand, mais plutôt un guerrier Jianghu chevronné. Ce qui lui fait réaliser que la victoire de Li Jinyuan sur Uyang Hu devait être authentique. Li Jinyuan s'enquiert de son arme. Mais avant même qu'Uyang Myong ne puisse finir sa réponse hautaine, il reçoit un violent coup de poing de Li Jinyuan qui l'envoie s'écraser contre le mur du fond. La coupe dans la main du seigneur Uyang se brise sous le choc. Li Jinyuan lui rappelle calmement qu'il peut dégainer une épée si on lui en donne l'occasion. Puis il met au défi le prochain adversaire de s'avancer. Alors Uyang-gun décide d'y aller et demande à Shin So-baek de s'occuper de son frère. Ce que Shin So-baek accepte. Une fois qu'il se tient devant notre garçon, Uyang-gun est prêt à déchaîner toute sa puissance et ses techniques, et Li Jinyuan veut qu'il le fasse afin d'avoir un bon match. Sur ce, le match commence. Sans perdre de temps, Uyang-gun dégaine son épée. D'un mouvement rapide, il se précipite vers notre type, essayant de le frapper, mais Li Jinyuan esquive facilement. En même temps, il remarque qu'Uyang-gun est effectivement un bon épéiste. Cependant, Li Jinyuan est plus vif. Alors qu'il commence à faire ses mouvements après avoir soigneusement observé le schéma de l'escrime d'Uyang-gun tout en esquivant. C'est pourquoi il peut maintenant éviter chaque coup à main nue. Il est maintenant temps pour Li Jinyuan de passer à l'offensive. Il commence par la 5e phase de son art de la foudre, et abaisse son niveau d'énergie à la 3e phase. Uyang-gun se prépare, essayant de bloquer l'attaque avec un coup d'épée. L'instant d'après, Li Jinyuan lui envoie une attaque de rugissement de foudre directement dessus, terrassant son adversaire d'un seul coup. Shin So-baek n'y croit pas. Uyang Myong suggère qu'il devrait arrêter le duel. Parce que si tous les trois sont vaincus, cela apportera encore plus de honte. Cependant, Shin So-baek n'est pas disposé à renoncer à l'opportunité de combattre quelqu'un qui n'utilise que ses poings nus, puisqu'il s'est lui-même entraîné aux techniques de frappe de la paume. Il demande un combat avec notre garçon. En voyant ses poings, Li Jinyuan devient vraiment excité de combattre quelqu'un avec de vraies compétences. Sur ce, les deux maîtres des poings s'affrontent. L'affrontement continue pendant un certain temps, Shin So-baek frappant et Li Jinyuan esquivant. Mais Shin So-baek s'agace que Li Jinyuan n'ait fait que se défendre jusqu'à présent. Déterminé, il décide de déchaîner son attaque ultime, et de voir comment Li Jinyuan va la bloquer. Il déchaîne sa frappe de paume écrasante de roues tourbillonnantes, créant une petite tornade se dirigeant vers Li Jinyuan, qui sourit devant ce mouvement impressionnant. Cependant, il remarque que c'est trop grand. Calmement, il saisit fermement le pied de Shin So-baek, le faisant crier de douleur, puis le jette violemment au sol, commentant qu'il a eu un bon duel. Uyang Myong boude parce qu'il ne gagne rien de bon de cette défaite. Voyant le visage mécontent du seigneur Uyang, Li Jinyuan ne comprend pas la raison de cela. Pendant ce temps, le seigneur Uyang tremble de colère, parce qu'il réalise que Li Jinyuan est vraiment invaincu et faire venir une autre personne serait inutile. Le problème est que la fierté de l'association des dirigeants sera brisée, et lui et son clan seront également moqués par cette défaite. Se décidant pour une autre tactique, il demande à Li Jinyuan de se promener au marché. Il remarque l'environnement paisible là-bas, et commande que Li Jinyuan doit avoir de nombreux fournisseurs de cet endroit. Sans perdre plus de temps, il offre à Li Jinyuan l'adhésion à l'association des dirigeants. Il explique que Li Jinyuan n'a pas besoin d'inscrire tout son groupe de marchands car il peut adhérer en tant qu'individu, et son groupe de marchands sera toujours protégé. Li Jinyuan est surpris par l'offre, sachant que cette association comprend déjà les noms de grands clans. Mais il soulève la question que l'association des dirigeants est forgée à partir de clans qui ont quitté l'alliance Murim, qui était autrefois composée des 9 grandes sectes. Le seigneur Uyang le confirme tout en prétextant qu'ils ne sont que des rivaux amicaux de l'alliance Murim. Li Jinyuan pense aux informations qu'il a reçues selon lesquelles le clan du seigneur Uyang a rejoint l'association que récemment, et veut maintenant sauver sa réputation après la défaite. Le seigneur Uyang confirme également ses soupçons en admettant que son subordonné, Uyang-hu, répandait d'étranges rumeurs sur Li Jinyuan, ce qui a gravement affecté la réputation du clan, bien qu'il n'ait lui-même rien contre lui. C'est pourquoi il veut que Li Jinyuan rejoigne l'association des dirigeants pour sauver la face. Il croit que c'est sa meilleure chance de montrer à son association que quelqu'un comme Li Jinyuan est sous ses ordres. Li Jinyuan demande ce qui se passera s'il refuse. Le seigneur Uyang souligne qu'il ne perdra rien en y adhérant. Et en tant que fils de marchand, il devrait comprendre cela. Li Jinyuan rétorque qu'il n'a rien à voir avec un groupe d'arts martiaux ordinaires, quand il ne manque pas d'argent. Puis il le congédie, mettant fin à la conversation.
Sur ce, le seigneur Huyang devient vraiment furieux et menace de faire massacrer tout le groupe de Li Jinyuan. Ce qui arrête momentanément notre garçon. Le seigneur Huyang l'avertit qu'il a assez de pouvoir pour anéantir tout le groupe de marchands, tout en épargnant la vie de Li Jinyuan et en faisant de lui un ennemi public. Il demande si Li Jinyuan pense vraiment qu'il est assez fort seul pour écraser un clan entier, sans parler de l'association des dirigeants. Avant qu'il ne puisse continuer sa menace, il reçoit un violent coup de poing de Li Jinyuan, qui l'avertit qu'il le tuera d'abord et anéantira ensuite tout son clan. Il prétend même qu'il enverra le blâme au fils aîné du seigneur Huyang, avertissant qu'il vaut mieux que le seigneur Huyang ne le teste pas. Le seigneur Huyang a toujours l'audace de qualifier ses paroles de plus viles qu'il n'ait jamais entendues. Il l'accuse d'être un homme sans honte ni retenue. Sur ce, il lance son attaque du crapaud venimeux, une technique que les spécialistes du seigneur Huyang sont entraînés à utiliser contre les chefs des 4 grands clans. Il est persuadé que même avec toute sa puissance, Li Jinyuan ne pourra pas résister à cette attaque. Mais il se fige en réalisant que Li Jinyuan émet des éclairs qui dévorent son poison. L'instant d'après, Li Jinyuan le frappe si fort que le seigneur Huyang s'écrase contre le mur et s'effondre au sol, crachant du sang. Li Jinyuan remarque que le seigneur Huyang est bien plus faible qu'il ne le prétend. Le seigneur Huyang lui dit de le tuer maintenant, car quoi qu'il arrive, Li Jinyuan deviendra un ennemi public en faisant cela, et l'association des dirigeants le traquera également. Quoi qu'il arrive, le seigneur Huyang insiste sur le fait que Li Jinyuan perdra à coup sûr. En entendant cela, Li Jinyuan s'approche du seigneur Huyang, murmurant sombrement qu'il lui fera regretter ses mots pour le reste de sa vie. Après un moment, tout le monde voit Li Jinyuan traîner le seigneur Huyang par les cheveux. Ils sont choqués par son état, surtout ses fils. Huyang Myong proteste, mais Li Jinyuan le fait taire, l'avertissant qu'il subira la même punition que son père. Un autre fils s'inquiète pour la vie de son père, mais Li Jinyuan répond qu'il est vivant pour l'instant, et ordonne à ses subordonnés de préparer une calèche. Le fils aîné du seigneur Huyang exige de connaître sa raison d'agir ainsi. Li Jinyuan répond que leur père avait menacé de massacrer son groupe de marchands et de le faire passer pour le coupable, ce qui laisse tout le monde stupéfait. Puis il annonce qu'il va lui-même signaler l'affaire à l'association des dirigeants. Il demande aux gardes du seigneur Huyang de l'accompagner en tant que témoin. Avant qu'il ne puisse continuer, Shin Sobaek souligne que l'association des dirigeants n'a pas de quartier général. Il l'informe que les réunions se tiennent généralement chez les chefs de clan. De cette façon, il peut se rendre au domaine du clan Moyang, qui est le plus proche. Sur ce, il ordonne à ses gardes et au frère Yuk de surveiller le disciple et les fils du seigneur Huyang. Puis il se tourne vers son frère cadet et lui ordonne de rédiger un rapport à soumettre à l'Alliance Miram concernant l'incident d'aujourd'hui. Il se dirige ensuite vers le domaine Moyang. Pendant ce temps, dans la calèche, le seigneur Huyang est ligoté par des cordes et demande quelle est leur destination. Li Jinyuan lui répond. L'instant d'après, le seigneur Huyang demande à son garde de lui apporter de l'eau car il est assoiffé. Le garde hésite, ne sachant pas si notre garçon le permettra. Mais Li Jinyuan, de son côté, est stupéfait que le seigneur d'un clan lui-même demande de l'eau, et pourtant il n'obtempère pas. Il réalise que cette personne doit être un assassin. Sur ce, il le brûle avec sa foudre. Puis le conducteur s'enquiert de l'incident, mais Li Jinyuan lui dit de continuer. Il se tourne ensuite vers un autre garde et s'enquiert de son association d'assassins. Il explique qu'elle s'appelle le groupe d'assassins or-argent, car ils sont généralement classés par rang or ou argent, et lui-même est un assassin de rang argent. Li Jinyuan demande alors au seigneur Huyang combien coûte l'embauche de telle personne, mais le seigneur Huyang hésite à répondre. Alors notre garçon menace de lui briser des parties du corps, ce qui le force à obtempérer. Il admet qu'il a payé 800 niang, bien plus cher que leur tarif habituel. Mais notre type souligne que cela ne valait pas sa vie, car le chef du groupe d'assassins était censé le tuer, après qu'il aura massacré tout le groupe de marchands. Tuer des assassins, explique-t-il, est la façon habituelle pour les clans de se laver les mains. Il ajoute que c'est la façon typique dont les clans effacent leurs traces. De cette façon, sa vie ne vaut pas plus de 800 niang, et il conseille à l'assassin de s'entraîner plus dur pour augmenter la valeur de sa vie. Li Jinyuan change de ton, disant que quelqu'un qui tue des gens pour de l'argent ne devrait pas du tout être appelé humain, et il applaudit même sarcastiquement le but de la vie de l'assassin. Puis il souligne avec désinvolture que leur groupe de 3 assassins compte maintenant un blessé et un mort. Après un moment, ils atteignent le domaine Moyang. Tout le monde reconnaît le seigneur Huyang, et ils sont curieux à la fois de la situation et de l'identité de Li Jinyuan. Finalement, Moyang Bin, le chef du clan Moyang, arrive et s'enquiert de l'état du seigneur Huyang. Puis il se tourne vers Li Jinyuan et se présente.
Li Jinyuan se présente également, bien qu'il ne comprenne pas tout à fait, car la dernière fois qu'il a vérifié, Moyang Chu était le chef du clan. Moyang Bin s'enquiert de la raison pour laquelle le chef du clan Seigneur Huyang est traîné par Li Jinyuan comme s'il était un criminel. Li Jinyuan propose de répondre et explique toute la situation. Un des subordonnés de Moyang Bin souligne qu'il s'agit d'une affaire grave, surtout que l'alliance Muram sera bientôt au courant. Mais Moyang Bin l'arrête et demande à Li Jinyuan quel est son but, en lui apportant directement ce problème. Il dit qu'il doute que Li Jinyuan comprenne pleinement le danger de l'association des dirigeants. Il suppose donc que Li Jinyuan est venu révéler la vérité à l'avance. Puis notre garçon s'enquiert de sa stratégie pour s'attaquer à ce problème, car il pourrait finalement lui incomber. Moyang Bin pense que la vraie réponse est d'éliminer le danger, mais quelqu'un comme le Seigneur Huyang disant que son meurtre peut facilement dégénérer en faisant de tout le clan Seigneur Huyang son ennemi, tout en le plaçant sous la surveillance de l'alliance Muram. À ce moment-là, le Seigneur Huyang commence à crier sur Moyang Bin, affirmant que c'est lui qui a causé tout ce chaos, que ses moqueries l'ont poussé à le faire. Puis il le supplie de l'aider, promettant qu'il fera n'importe quoi en retour. Le renversant, Moyang Bin déclare que le Seigneur Huyang n'a plus aucune honte. Il ordonne ensuite à ses hommes d'arrêter les assassins, tout en les gardant en vie sous surveillance. Ensuite, il s'excuse poliment pour tout le désordre causé par le Seigneur Huyang, assurant que l'association des dirigeants ne soutiendra plus le clan. Puis il invite Li Jinyuan à se joindre à lui pour un repas, et Li Jinyuan accepte. Après un moment, le repas est servi devant eux deux, et Li Jinyuan mange à sa faim. Pendant ce temps, Moyang Bin ne peut même pas comprendre comment quelqu'un comme Li Jinyuan, qui a vaincu le patriarche du clan Seigneur Huyang, peut exister. Pour le tester, il lui demande quelle stratégie Li Jinyuan adoptera pour résoudre cette affaire, puisqu'il ne peut en aucun cas tuer, mais doit la gérer de manière raisonnable. Li Jinyuan lui demande plutôt quel est son plan. Alors Moyang Bin commence à exposer son plan, envoyer Siyin à l'alliance Murim, ce qui peut les libérer des actes de Siyin et rejeter la responsabilité sur le clan Seigneur Huyang. De plus, pour préserver leur réputation, l'association des dirigeants est prête à encaisser les dégâts, et il est sûr que les autres chefs de clan seront d'accord. Li Jinyuan apprécie le plan. Puis il demande si l'ancien chef de clan, Moyang Chu, a participé à la cérémonie de lavage des mains du bassin d'or, qui est une sorte de rituel de retraite. En entendant cela, Moyang Bin fait remarquer que Li Jinyuan est lent à la détente concernant les nouvelles du monde du Jianggu, parce que son père est porté disparu depuis 1 an. Il en est abasourdi. Moyang Bin explique qu'ils ont envoyé une équipe de recherche composée de membres de la branche principale, mais n'ont trouvé aucune trace de lui. À ce moment-là, notre gars pense que c'est au même moment qu'il s'est réincarné dans le corps de Li Jinyuan. Cela signifie qu'avec lui, Chu est également mort. Il demande donc si Chu avait une quelconque hostilité envers la faction démoniaque. Moyang Bin répond que la faction démoniaque est silencieuse depuis 20 ans, et s'il devait se relever, il l'aurait remarqué. De plus, il doute que la faction démoniaque ait une raison de cibler son père. Sur ce, il se souvient de sa vie passée, où il n'avait rien à voir avec la faction non plus, mais a été soudainement pris en embuscade et tué. Pour évaluer la situation, il demande jusqu'où le père de Moyang Bin irait, s'il était pris en embuscade par un certain nombre d'épéistes. Moyang Bin répond que son père n'est pas quelqu'un qui peut être vaincu par de simples épéistes. Notre garçon souligne alors, et si ces épéistes avaient des corps à l'épreuve des lames? Cela laisse Moyang Bin perplexe. Se souvenant maintenant de son dernier incident lorsqu'il a essayé d'attaquer ses assassins, il se souvient comment ils ont survécu même après avoir été frappés par son énergie de foudre de 9e phase. Il sait qu'aucun homme ordinaire ne peut endurer même l'énergie de foudre de 9e phase, s'il frappe avec la puissance de son corps actuel. Il ne croit pas que quelqu'un comme eux puisse résister à sa force. Il en conclut donc qu'ils doivent avoir des corps à l'épreuve des lames ou quelque chose d'aussi impossible. Si des hommes avec une telle puissance, y compris le sorcier qui contrôlait autrefois son corps, devaient unir leurs forces, il pense que seul quelqu'un au-delà du ciel pourrait affronter une telle force. Il est donc certain que Moyang Bin ne recevra aucune trace de son père ou de la faction démoniaque, mais il ne comprend toujours pas la raison de leur secret, ou leur véritable motif en faisant cela. Pendant ce temps, dans un endroit isolé, une femme connue sous le nom de démon céleste s'adresse à un homme appelé le démon de l'épée et l'informe qu'ils ont trouvé le roi de l'épée. Le démon de l'épée ordonne alors à sa faction de se préparer à la chasse au roi de l'épée.